Bonjour à tous ceux qui suivent notre chaîne. Aujourd'hui, nous avons une histoire qui va toucher votre cœur. Dans le beau Paris, où les lumières de la ville cachent des secrets et des promesses, Juliette travaille comme gouvernante dans le manoir de la puissante famille Moreau. Antoine, héritier d'un prestigieux vignoble à Bordeaux, est sur le point de se marier avec Sophie, une union arrangée entre familles traditionnelles françaises. Mais le destin a ses propres plans. Que se passe-t-il quand un homme riche, sur le point de se marier par convenance, trouve un véritable amour là où il s'y attendait le moins? Et que peut-il arriver quand une révélation inattendue surgit quelques jours seulement avant un mariage qui réunirait toute l'élite parisienne? Je tiens à remercier chacun d'entre vous qui nous accompagne fidèlement, qui commente et partage nos histoires. Si vous ne faites pas encore partie de notre famille, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines aventures. Dites-moi, que faites-vous pendant que vous écoutez nos histoires? Peut-être dégustez-vous un délicieux pain au chocolat avec un café? Ou vous promenez-vous le long de la Seine avec vos écouteurs? Partagez votre moment avec nous dans les commentaires. Et maintenant, installez-vous confortablement, car notre histoire commence. Paris, la ville des Lumières, abritait en son cœur élégant l'imposante demeure de la famille Moreau. Située près du jardin du Luxembourg, cette résidence de 3 étages à la façade haussmannienne typique gardait entre ses murs des histoires, des secrets et des vies qui s'entrelaçaient silencieusement. C'était dans ce décor de luxe discret et de tradition que Juliette Dubois travaillait depuis exactement 6 mois comme gouvernante, bien que sa présence semblait déjà faire partie de l'essence même des lieux. En ce matin d'automne, alors que le ciel parisien affichait un bleu pâle et que les feuilles dorées dansaient dans la brise, Juliette organisait soigneusement la bibliothèque au 2e étage. Ses doigts délicats glissaient sur les reliures en cuir des livres anciens, les rangeant avec la même passion qu'elle mettait à les lire pendant son temps libre. À 22 ans, Juliette portait dans ses yeux bruns un mélange de rêve et de détermination. Orpheline de père depuis l'âge de 12 ans, sa mère vivait modestement dans un petit village de Normandie, tandis qu'elle construisait son avenir à Paris, partageant son temps entre son travail au manoir et ses études de littérature à la Sorbonne, grâce à une bourse partielle qu'elle avait obtenue à force de travail acharné. Vous avez une méthode bien à vous pour organiser les livres, n'est-ce pas? La voix masculine, douce et éduquée, fit se retourner Juliette rapidement. Antoine Moreau se tenait à l'entrée de la bibliothèque, dans son costume impeccablement taillé, ses cheveux noirs légèrement ébouriffés, donnant une touche décontractée à son apparence autrement formelle. Héritier de l'empire viticole Moreau, il revenait tout juste de Bordeaux où il supervisait les domaines familiaux. « Monsieur Moreau, je ne vous avais pas entendu rentrer », répondit Juliette, en lissant nerveusement son tablier. « En effet, je les classe par époque puis par auteur. Cela me semble plus logique pour retrouver les ouvrages. » Elle n'osait pas ajouter qu'elle avait pris cette liberté, car la bibliothèque était dans un désordre complet lorsqu'elle avait commencé à travailler pour la famille. Antoine s'approcha, examinant les étagères avec intérêt. « C'est exactement comme je l'aurais fait. Vous êtes la première personne à comprendre que Rousseau et Voltaire doivent être côte à côte malgré leurs différends. » Un sourire se dessina sur son visage, illuminant ses yeux d'un vert profond. Juliette fut surprise par cette remarque qui révélait une connaissance littéraire qu'elle n'aurait pas soupçonnée chez cet homme d'affaires. La rumeur parmi le personnel disait qu'il passait ses journées à s'occuper de chiffres et de contrats, pas de philosophie. La conversation aurait pu s'arrêter là, une simple interaction entre un employeur et son employé. Mais Antoine ne semblait pas pressé de quitter la pièce. « J'ai remarqué que vous emportez toujours un livre différent chaque soir dans votre chambre. Vous êtes une grande lectrice. » Ce n'était pas une question, mais une constatation. Et Juliette rougit légèrement, embarrassée qu'il ait observé ses habitudes. « La littérature est ma passion, monsieur. J'étudie à la Sorbonne quand mes horaires me le permettent, » admit-elle, se demandant si elle n'avait pas commis une erreur en empruntant les livres sans permission explicite. Antoine hocha la tête avec approbation. « La littérature nous aide à comprendre l'âme humaine, bien mieux que toutes ces réunions d'affaires auxquelles je suis condamné. » Il y avait dans sa voix une note de lassitude qui intrigua Juliette. Cet homme, qui possédait tout ce dont on pouvait rêver, semblait porter un poids invisible sur ses épaules. Dans les jours qui suivirent, Juliette remarqua qu'Antoine passait de plus en plus de temps à la bibliothèque lorsqu'il était à Paris. Parfois, il lui demandait son avis sur un auteur, ou lui parlait d'un livre qu'il venait de terminer. Ces conversations, toujours brèves et professionnelles, étaient pourtant des parenthèses précieuses dans la routine de Juliette. Elle découvrait un homme cultivé et sensible derrière le masque du riche héritier. Madame Élise, la mère d'Antoine, observait ses interactions avec un œil attentif.
Veuve depuis 5 ans, elle dirigeait l'aspect commercial des vignobles Moreau avec une main de fer dans un gant de velours. Grande, élégante malgré ses 60 ans, elle avait accueilli Juliette avec une chaleur inhabituelle dès son arrivée, impressionnée par l'intelligence et la dignité tranquille de la jeune femme. Un soir, alors que Juliette servait le thé dans le petit salon, Madame Élise lui fit signe de s'asseoir un instant. « Ma chère, j'ai remarqué que vous parliez souvent avec mon fils de littérature, » dit-elle en remuant délicatement son thé. « Cela me fait plaisir de le voir s'intéresser à autre chose qu'aux affaires. Depuis l'annonce de ses fiançailles avec Sophie Durand, il s'est enfermé dans le travail comme pour fuir quelque chose. » Juliette sentit son cœur se serrer. Bien sûr, elle était au courant des fiançailles d'Antoine. Toute la maison ne parlait que du grand mariage prévu dans 2 mois, mais elle avait presque réussi à l'oublier pendant leur conversation à la bibliothèque. « Je ne savais pas que M. Moreau s'intéressait tant à la littérature avant de travailler ici, » répondit-elle prudemment. Madame Élise eut un sourire nostalgique. Antoine voulait étudier les lettres à l'université. Son père l'en a dissuadé, insistant pour qu'il fasse une école de commerce. Le devoir avant le plaisir, c'était la devise de mon mari. Elle soupira, regardant par la fenêtre les jardins baignés par la lumière dorée du couchant. Maintenant, ce mariage avec la famille Durand, une alliance parfaite sur le papier. Les Durand ont l'influence politique dont nous avons besoin pour étendre nos exportations. Nous avons le prestige et la fortune qu'ils convoitent. Juliette n'osait rien dire, surprise par ces confidences inattendues. Madame Élise se tourna vers elle, son regard perçant semblant lire en elle. « Vous désapprouvez les mariages arrangés, n'est-ce pas, Juliette ?»« Ce n'est pas à moi de juger, madame, » murmura Juliette mal à l'aise. « Pourtant, vous le faites, » répliqua Madame Élise sans animosité, « tout comme moi à votre âge. Puis j'ai épousé l'homme que ma famille avait choisi, et j'ai appris à l'aimer avec le temps. Mais Antoine, qu'elle s'interrompit, comme si elle en avait trop dit. Plus tard ce soir-là, en préparant les chambres pour la nuit, Juliette aperçut Sophie Durand, arrivée dans sa voiture luxueuse. Grande, blonde, vêtue d'une tenue de créateur, elle était l'incarnation de l'élégance parisienne. Juliette l'observa saluer Antoine, d'un baiser distant sur la joue, puis se lancer dans un monologue animé sur une réception à laquelle elle avait assisté. Antoine l'écoutait poliment, mais son regard semblait lointain, déjà absent. La semaine suivante, un dîner important était organisé à la résidence Moreau. Les Durand venaient finaliser les derniers détails du contrat de mariage, accompagnés de leurs avocats. Juliette, en aidant à la préparation, surprit une conversation entre Antoine et son ami d'enfance, Philippe, dans le fumoir. « Tu es sûr de vouloir aller jusqu'au bout, Antoine ?» demandait Philippe. « Ce n'est pas trop tard pour reculer. » « Et décevoir ma mère? Risquer l'avenir des vignobles? Les Durand pourraient bloquer notre expansion à l'international s'ils le voulaient, » répondit Antoine avec résignation. « De toute façon, quel autre choix ai-je? Sophie est convenable. Elle sera la parfaite hôtesse pour les réceptions d'affaires. L'amour n'a pas sa place dans l'équation, je suppose, » commenta Philippe avec une pointe d'ironie. Antoine eut un rire sans joie. « L'amour, dans notre milieu, ne sois pas naïf. On nous a élevés pour perpétuer des lignées et des fortunes, pas pour être heureux. » Juliette s'éloigna silencieusement, troublée par ce qu'elle venait d'entendre. Elle comprenait maintenant la mélancolie qu'elle avait parfois surprise dans le regard d'Antoine. Il était aussi prisonnier que les personnages des romans qu'il lisait, enfermé dans une cage dorée par les attentes de sa famille et de sa classe sociale. Ce soir-là, en servant le dîner aux côtés d'autres membres du personnel, Juliette observa discrètement les interactions autour de la table somptueuse. Monsieur Durand, homme corpulent à l'air autoritaire, parlait haut et fort de ses connexions politiques. Madame Durand, fine et austère, scrutait la vaisselle et la décoration avec un œil critique. Sophie, assise à côté d'Antoine, consultait régulièrement son téléphone sous la table, visiblement ennuyée par les discussions sur les clauses du contrat. Antoine, lui, jouait parfaitement son rôle, souriant au bon moment, acquiesçant aux bons endroits, mais ses yeux restaient de froid, comme déconnectés de la scène. Quand leurs regards se croisèrent brièvement alors qu'elle servait le vin, Juliette y lut une supplication silencieuse, un appel à l'aide qui disparut aussitôt. Ce fut à ce moment précis qu'elle réalisa avec effroi que l'admiration qu'elle ressentait pour cet homme cultivé et mélancolique s'était transformée en quelque chose de bien plus dangereux, quelque chose qu'elle devait étouffer à tout prix, car rien de bon ne pourrait en sortir. Les jours d'automne s'écoulaient lentement dans la résidence Moreau, rythmés par les préparatifs du mariage qui approchaient. Paris se parait de ses couleurs d'octobre, et les arbres du jardin du Luxembourg, visibles depuis les fenêtres de la bibliothèque, se dépouillaient progressivement de leur feuillage doré.
C'est dans cette atmosphère mélancolique que Juliette et Antoine se retrouvaient de plus en plus souvent, comme deux âmes attirées l'une vers l'autre par une force invisible. Un matin particulièrement brumeux, Juliette était perchée sur l'échelle de la bibliothèque, cherchant un volume rare dans les étagères supérieures, quand Antoine entra sans bruit. Il resta un moment à l'observer, admirant sa concentration et la grâce de ses gestes mesurés. Ce ne fut que lorsqu'elle se retourna, un épais volume relié de cuir dans les mains, qu'elle s'aperçut de sa présence. « Oh, monsieur Moreau, vous m'avez fait peur !» s'exclama-t-elle, manquant de perdre l'équilibre sur l'échelle. Antoine s'avança rapidement pour la stabiliser, ses mains fermes saisissant l'échelle de chaque côté. « Pardonnez-moi, je ne voulais pas vous surprendre, » dit-il, son visage soudain très proche du sien. Un silence étrange s'installa entre eux, chargé d'une tension nouvelle que ni l'un ni l'autre n'osait nommer. Juliette sentit le rouge lui monter aux joues et descendit précipitamment, serrant le livre contre sa poitrine comme un bouclier. « Je cherchais les essais de Montaigne pour vous, » expliqua-t-elle, retrouvant sa contenance professionnelle. « Vous aviez mentionné que vous souhaitiez le relire. » Antoine prit le livre qu'elle lui tendait, leurs doigts s'effleurant brièvement dans l'échange. « Merci, Juliette. Vous vous souvenez toujours de ces petits détails. » Son ton était chaleureux, presque intime, et pour la première fois, il utilisait son prénom au lieu de l'appeler Mademoiselle Dubois, comme l'exigeait la convenance. « C'est mon travail d'être attentive, monsieur, » répondit-elle, essayant d'ignorer le frisson qu'il avait parcouru à l'entente de son prénom dans sa bouche. Antoine s'installa dans un des fauteuils en cuir près de la fenêtre, invitant Juliette d'un geste à s'asseoir en face de lui. Elle hésita un instant. Ce n'était pas convenable pour une employée de s'asseoir ainsi en présence de son employeur, mais quelque chose dans son regard la persuada d'accepter. « Vous étudiez la littérature du XVIe siècle à la Sorbonne, n'est-ce pas ?» demanda-t-il en feuilletant distraitement le Montaigne. « Qu'est-ce qui vous attire dans cette période ?» Juliette, surprise qu'il se souvienne de ce détail qu'elle n'avait mentionné qu'une fois en passant, réfléchit un moment avant de répondre. « J'aime la façon dont ces auteurs remettaient en question toutes les certitudes de leur époque. Ils osaient penser différemment, défier les conventions. » Elle s'interrompit, craignant d'en avoir trop dit. « Comme vous, en somme, » observa Antoine avec un léger sourire. Une jeune femme de condition modeste qui étudie à la Sorbonne tout en travaillant, qui lit Montaigne et Rabelais, pendant que ses contemporaines suivent les influenceurs sur les réseaux sociaux. Juliette sourit malgré elle. « Je ne suis pas si exceptionnel, monsieur. Juste déterminé. »« Et c'est cette détermination que j'admire, » dit Antoine, son regard s'attardant sur elle d'une manière qui la troublait. « Parfois, je me demande si j'en ai autant que vous. » Leur conversation fut interrompue par l'arrivée de Madame Élise, qui parut surprise de les trouver ainsi, assis l'un en face de l'autre comme deux amis de longue date. Son regard passa de son fils à Juliette, puis s'attarda un instant sur le livre posé entre eux. « Antoine, Sophie a appelé. Elle souhaite que tu l'accompagnes à une réception ce soir chez les Valliers, » annonça-t-elle, observant attentivement la réaction de son fils. Antoine laissa échapper un soupir à peine perceptible. « Encore une soirée mondaine ? J'ai des dossiers à examiner pour Bordeaux. » Elle insiste. Les Valliers sont des amis proches de son père. Ce serait très diplomatique d'y aller, insista doucement Madame Élise avec une note d'excuse dans la voix. Puis, se tournant vers Juliette, « Ma chère, pourriez-vous nous apporter du thé au petit salon ? J'aimerais discuter de quelques détails du mariage avec mon fils. » Juliette acquiesça et quitta rapidement la bibliothèque, mais non sans avoir capté l'expression de résignation qui avait traversé le visage d'Antoine à la mention du mariage. Dans la cuisine, en préparant le plateau de thé, elle se réprimanda intérieurement. À quoi jouait-elle ? Ses conversations, ses regards, cette complicité naissante, tout cela ne menait nulle part. Antoine Moreau était promis à une autre, une femme de son rang, et elle n'était que la gouvernante, une employée parmi d'autres dans cette grande maison. Pourtant, elle ne pouvait s'empêcher de remarquer que Sophie Durand, malgré sa beauté et son statut social, semblait totalement indifférente aux passions et aux tourments d'Antoine. Lors de ses visites, qui devenaient de plus en plus fréquentes à mesure que la date du mariage approchait, Sophie parlait principalement de la robe qu'elle avait commandée chez un grand couturier, de la liste des invités prestigieux ou des articles que les magazines de société consacreraient à l'événement. Un après-midi, alors que Juliette rangeait des fleurs fraîches dans le salon, elle surprit une conversation entre Sophie et Antoine. Sophie, élégante dans son tailleur Chanel, feuilletait des catalogues de décoration tout en parlant avec animation. « J'ai pensé que nous pourrions redécorer entièrement l'aile est après le mariage, » disait-elle sans lever les yeux vers Antoine, qui se tenait près de la fenêtre, le regard perdu dans le vague. « Cette bibliothèque poussiéreuse, par exemple. »
On pourrait la transformer en salle de projection, ce serait tellement plus utile. Antoine se tourna brusquement vers elle, une lueur de colère dans les yeux. La bibliothèque reste comme elle est, Sophie. Les livres qui s'y trouvent appartenaient à mon grand-père. Certains sont dans la famille depuis des générations. Sophie leva les yeux au ciel. Chérie, personne ne lit ces vieux livres. C'est tellement dépassé. Nous pourrions les stocker ailleurs, ou les donner à une institution. J'ai dit non, trancha Antoine d'un ton qui ne souffrait aucune réplique. C'était la première fois que Juliette l'entendait parler si fermement à sa fiancée. Sophie parut surprise, puis légèrement vexée. Comme tu veux. Après tout, je ne fais que suggérer des améliorations pour notre future vie ensemble. Elle consulta sa montre de luxe. Je dois y aller. J'ai rendez-vous avec mon père pour discuter de ton intégration au conseil d'administration de son groupe après le mariage. Antoine fronça les sourcils. Je n'ai jamais parlé d'intégrer le groupe Durand. Les vignobles Moreau me prennent déjà tout mon temps. Papa pense que c'est essentiel pour consolider notre alliance, répliqua Sophie avec un sourire artificiel. On en reparlera plus tard, d'accord? Ne m'attends pas pour dîner, je vais probablement faire du shopping avec maman après la réunion. Elle l'embrassa rapidement sur la joue et sortit dans un nuage de parfums coûteux, sans même remarquer Juliette qui se tenait discrètement dans un coin de la pièce. Antoine, lui, resta immobile un moment, puis se passa une main sur le visage avec lassitude avant d'apercevoir Juliette. « Depuis combien de temps êtes-vous là » demanda-t-il embarrassé. « Je viens d'arriver, monsieur » mentit Juliette pour lui épargner la gêne. « Je venais juste changer les fleurs. » Antoine la regarda un long moment, comme s'il voulait dire quelque chose d'important, puis se ravisa. « Merci, Juliette. Votre présence discrète est apaisante. » Les jours suivants, Antoine passa encore plus de temps à la bibliothèque, souvent seul, parfois en compagnie de Juliette qui continuait son travail de catalogage et de restauration des ouvrages anciens. Ils parlèrent de littérature, de philosophie, parfois de leur enfance. Lui dans les grands domaines viticoles de Bordeaux, elle dans sa petite maison normande avec sa mère institutrice. Malgré leurs origines radicalement différentes, ils découvraient des points communs, des sensibilités partagées, une façon similaire de voir le monde et d'en ressentir les beautés et les injustices. Un jour, alors qu'Antoine feuilletait un recueil de poésie de Baudelaire, il rompit soudain le silence confortable qui s'était installé entre eux. « Savez-vous ce que j'aurais voulu être, Juliette, si j'avais eu le choix ?» Elle s'arrêta dans son travail, intriguée par cette confession inattendue. « Non, monsieur, je ne sais pas. Professeur de littérature, » répondit-il avec un sourire mélancolique. « Pas homme d'affaires, pas héritier d'un empire viticole, juste quelqu'un qui partage sa passion des mots avec des jeunes gens avides d'apprendre. » Il referma le livre d'un geste las. « Ridicule, n'est-ce pas ?»« Pas du tout, » répondit doucement Juliette, touchée par cette confidence. « Je trouve que c'est un rêve admirable. »« Un rêve, oui, c'est bien le mot. » Antoine se leva et s'approcha de la fenêtre, observant la pluie qui commençait à tomber sur Paris. « Juliette, pensez-vous qu'il soit possible de vivre toute une vie en faisant ce que les autres attendent de nous, plutôt que ce que notre cœur désire vraiment ?» La question était chargée d'une telle gravité que Juliette sentit son cœur se serrer. Elle savait qu'il ne parlait de plus seulement de carrière, mais de choix de vie, d'engagement, de mariage. « Je pense que nous n'avons qu'une seule vie, monsieur Antoine, » répondit-elle finalement, osant utiliser son prénom pour la première fois. « Et que la vivre pour satisfaire uniquement les attentes des autres serait la plus grande des tragédies. » Leurs regards se croisèrent, et dans ce moment de vérité partagée, quelque chose bascula irrémédiablement entre eux. Novembre déployait son manteau gris sur Paris, et les jours raccourcissaient inexorablement, baignant la capitale dans une lumière douce et mélancolique qui semblait refléter l'état d'âme des habitants de la demeure Moreau. Alors que la date du mariage entre Antoine et Sophie approchait, maintenant fixée au premier samedi de janvier à l'église Saint-Germain-des-Prés, une tension silencieuse s'était installée dans la maison, palpable même pour les domestiques qui n'en connaissaient pas la cause. Sophie était de plus en plus absente, accaparée par les préparatifs du mariage, les essayages chez les grands couturiers et les innombrables soirées mondaines auxquelles elle tenait à paraître avant de devenir officiellement Madame Moreau. Cette absence, loin d'inquiéter Antoine, semblait l'apaiser, lui offrant de précieux moments de répit qu'il consacrait invariablement à la bibliothèque et à Juliette. Par une fin d'après-midi pluvieuse, alors que les lumières s'allumaient déjà dans les rues parisiennes, Antoine et Juliette se trouvaient seuls dans la bibliothèque. Madame Élise était partie pour quelques jours à Bordeaux, superviser les vendanges tardives, et le reste du personnel vaquait à ses occupations dans d'autres parties de la maison. Un feu crépitait doucement dans la cheminée,
projetant des ombres dansantes sur les rayonnages de livres anciens. « Avez-vous déjà visité Bordeaux, Juliette ?» demanda soudain Antoine, brisant le silence confortable qui s'était installé entre eux alors qu'ils lisaient chacun de leur côté. Juliette leva les yeux de son exemplaire des lettres persanes de Montesquieu. « Non, monsieur Antoine, je n'ai jamais eu cette chance. Je n'ai guère quitté Paris et la Normandie. » Antoine se leva de son fauteuil et vint s'asseoir sur le canapé où elle était installée, gardant toutefois une distance respectueuse. « Vous devriez la voir au printemps, quand les vignes commencent à reverdir. Notre domaine est situé sur une petite colline qui surplombe la rivière. Au coucher du soleil, la lumière sur les vignobles crée un tableau que même les plus grands peintres ne pourraient reproduire fidèlement. » Ses yeux brillaient d'une passion authentique lorsqu'il parlait de sa terre natale, et Juliette comprit que malgré son amour pour la littérature, Antoine chérissait profondément l'héritage familial. « Vous aimez vraiment cet endroit ?» observa-t-elle doucement. « C'est paradoxal, n'est-ce pas ?» Il sourit avec une pointe d'amertume. « J'aime ces terres, l'odeur du raisin mûr, le processus presque magique de la vinification. Mais je déteste les contraintes, les obligations, les attentes qui vont avec le nom Moreau. » Il hésita un instant avant d'ajouter « J'aime être le gardien de notre héritage, mais je voudrais le faire à ma façon, pas celle que mon père avait dictée avant sa mort. » Juliette sentit qu'ils abordaient un sujet profondément personnel. « Quelle serait votre façon de gérer les vignobles si vous étiez entièrement libre ?» Antoine la regarda avec surprise, comme si personne ne lui avait jamais posé cette question auparavant. « J'investirais davantage dans des méthodes écologiques, je réduirais notre production pour privilégier la qualité absolue plutôt que les profits immédiats, je créerais un centre culturel au cœur du domaine où littérature et vin pourraient se rencontrer. » Il s'interrompit, embarrassé par son propre enthousiasme. « Pardonnez-moi, je m'emporte. »« Non, continuez, » l'encouragea Juliette, captivée par cette vision. « C'est fascinant. » Enhardi par son intérêt sincère, Antoine poursuivit, décrivant le domaine de ses rêves avec une passion contagieuse. Il parlait de résidences d'écrivains parmi les vignes, de soirées de lecture dans les caves anciennes, d'un retour à des méthodes traditionnelles respectueuses de la terre. À mesure qu'il parlait, Juliette voyait se dessiner un homme différent de l'héritier réservé qu'elle avait d'abord connu, un homme vibrant de projets et d'idéaux, entravé par des conventions qu'il n'avait pas choisies. Et Sophie partage-t-elle cette vision? La question avait échappé à Juliette avant qu'elle puisse la retenir, et elle regretta immédiatement son audace. Le visage d'Antoine se ferma instantanément. Sophie pense que le vin est une commodité comme une autre, un levier pour étendre l'influence de sa famille. Les vignobles ne sont pour elle qu'un investissement à rentabiliser et mes idées, des lubies romantiques. Un silence pesant s'installa entre eux. Juliette savait qu'elle avait touché un point sensible, mais ne pouvait s'empêcher de se demander pourquoi Antoine poursuivait un mariage avec une femme qui ne comprenait pas ce qui lui tenait tant à cœur. « Excusez-moi, je n'aurais pas dû aborder ce sujet », murmura-t-elle finalement. Antoine soupira profondément. « Non, vous avez raison de poser la question. C'est une question que je devrais moi-même me poser plus souvent. » Il se leva et s'approcha de la fenêtre, observant la pluie qui ruisselait sur les carreaux. « Ce mariage est avant tout une alliance commerciale, Juliette. L'union de deux familles, de deux fortunes, de deux influences. Les Durand ont des contacts politiques dont nous avons besoin pour développer nos exportations en Asie. Nous avons le prestige d'un nom ancien qui leur manque cruellement. Et l'amour dans tout ça ? » La question était presque un murmure, et pourtant elle sembla résonner dans toute la pièce comme un coup de tonnerre. Antoine se retourna lentement, son regard cherchant celui de Juliette. L'amour, dans notre milieu, c'est un luxe que peu peuvent se permettre. Il y avait une telle tristesse dans sa voix que Juliette sentit son cœur se serrer. Ma mère a fini par aimer mon père, avec le temps. Peut-être que Sophie et moi, il n'acheva pas sa phrase, comme si lui-même n'y croyait pas. Juliette se leva à son tour et s'approcha de lui, poussée par une impulsion qu'elle ne pouvait contrôler. « Est-ce vraiment la vie que vous voulez, Antoine? Épouser quelqu'un en espérant qu'un jour peut-être vous apprendrez à l'aimer ?» Ils étaient maintenant face à face, séparés par quelques centimètres à peine. Juliette pouvait sentir le parfum subtil d'Antoine, voir les nuances de vert dans ses yeux, remarquer la légère tension de sa mâchoire. Un moment de vérité s'était ouvert entre eux, un moment où les conventions sociales et les barrières de classe semblaient s'effacer, ne laissant que deux êtres humains confrontés à l'authenticité de leurs sentiments. « Non », répondit-il finalement dans un souffle, « ce n'est pas la vie que je veux. » Ce qui se passa ensuite sembla se dérouler au ralenti. La main d'Antoine se leva pour effleurer la joue de Juliette, un geste d'une tendresse infinie. Elle ferma les yeux à ce contact,
incapable de respirer, de penser, de faire quoi que ce soit d'autre que ressentir. Puis, avec une douceur presque douloureuse, ses lèvres trouvèrent les siennes dans un baiser hésitant, une question plus qu'une affirmation. Juliette savait qu'elle devait reculer, mettre fin à cette folie. Elle était l'employée, il était le patron, il était fiancé, elle n'était personne. Et pourtant, quand ses bras l'entourèrent, elle s'y abandonna comme si elle avait attendu ce moment toute sa vie. Le baiser s'approfondit, devenant plus urgent, plus désespéré, comme s'ils cherchaient tous deux à rattraper le temps perdu, à exprimer en un instant tout ce qu'ils n'avaient pas osé se dire pendant ces semaines de proximité croissante. Les mains d'Antoine caressaient ses cheveux, son cou, ses épaules, avec une révérence qui la bouleversait. Les siennes s'accrochaient à lui comme à une bouée de sauvetage au milieu d'une tempête émotionnelle. Ce fut le bruit d'une porte qui claqua quelque part dans la maison qui les ramena brutalement à la réalité. Ils se séparèrent, haletants, les joues rouges, les yeux brillants d'une émotion nouvelle et terrifiante. « Je ne devrais pas, » balbutia Juliette, reculant d'un pas, puis d'un autre, sentant son dos heurter une étagère. « Juliette, Antoine tendit une main vers elle, mais la laissa retomber, conscient de la gravité de ce qui venait de se produire. « Pardonnez-moi, je n'aurais jamais dû... »« C'est moi qui dois m'excuser, monsieur, » reprit-elle, retrouvant formellement sa place d'employée, comme pour se protéger de la déferlante d'émotions qui menaçait de l'engloutir. C'était déplacé, inapproprié. « Je devrais partir. » Elle se dirigea vers la porte d'un pas mal assuré, mais Antoine la retint doucement par le poignet. « Ne partez pas ainsi, s'il vous plaît. Nous devons parler de ce qui vient de se passer. »« Il ne s'est rien passé, » affirma Juliette avec une conviction qu'elle était loin de ressentir. « C'était une erreur, un moment d'égarement. Vous êtes fiancé, je suis votre employé. Il n'y a rien à dire. » Antoine la regardait avec une intensité qui la transperçait. « Est-ce vraiment ce que vous pensez? Que ce n'était qu'une erreur ?» Sa voix était basse, presque suppliante, parce que pour moi c'était le moment le plus vrai que j'ai vécu depuis des années. Ces mots la frappèrent avec la force d'un ouragan, ébranlant toutes ses résolutions. Que pouvait-elle répondre? Qu'elle pensait à lui jour et nuit, qu'elle savourait chaque minute passée en sa compagnie, qu'elle s'était contre toute raison éprise de lui? Ce que je pense n'a pas d'importance, murmura-t-elle finalement. La réalité est ce qu'elle est. Vous avez des obligations. Un statut à maintenir, un mariage à célébrer dans quelques semaines. Et si je ne voulais plus de ce mariage, la question resta suspendue entre eux, chargée de possibilités vertigineuses. Si je voulais choisir ma propre voie, pour une fois, Juliette secoua la tête, refusant de se laisser bercer par des espoirs impossibles. Vous ne pouvez pas tout bouleverser sur un coup de tête, Antoine. Ce baiser, ce n'était peut-être que le fruit de votre appréhension face au mariage, une façon d'évacuer votre stress. Elle vit la douleur traverser son visage à ces mots et sut qu'elle l'avait blessé. Mais c'était nécessaire. Elle devait être raisonnable pour deux, préserver ce qui pouvait encore l'être. « Vous ne croyez pas ce que vous dites, » répliqua-t-il doucement. « Ce qui s'est passé entre nous n'est pas le fruit du hasard ou de la peur. C'est le résultat de semaines à nous découvrir, à partager nos pensées, nos passions. C'est réel, Juliette. » Elle ferma les yeux un instant, se demandant d'où elle tirerait la force de sortir de cette pièce, de continuer à travailler dans cette maison en faisant comme si rien ne s'était passé. Même si c'était réel, même si ce que je ressens pour vous est plus profond que tout ce que j'ai jamais éprouvé, elle s'interrompit, réalisant qu'elle en avait trop dit. Cela ne change rien à la situation. Vous êtes Antoine Moreau, héritier des vignobles Moreau. Je suis Juliette Dubois, votre gouvernante. Nos mondes sont séparés par un gouffre que rien ne peut combler. Je refuse de le croire, affirma-t-il avec une soudaine détermination. Je refuse d'accepter que nos sentiments doivent être sacrifiés sur l'autel des conventions sociales. Nous sommes en 2025, Juliette, pas au 19e siècle. Un bruit de clé dans la serrure de l'entrée les fit sursauter tous les deux. Des voix résonnèrent dans le hall. Sophie était de retour, accompagnée de sa mère. Le moment d'intimité était brisé. La réalité reprenait ses droits. Nous continuerons cette conversation plus tard, murmura rapidement Antoine, s'éloignant à regret de Juliette. Je vous en prie, ne fuyez pas ce qui se passe entre nous. Juliette acquiesça faiblement, incapable de prononcer un mot de plus, et quitta la bibliothèque par une porte dérobée, évitant ainsi de croiser Sophie et sa mère. Une fois dans le couloir de service, elle s'appuya contre le mur, les jambes tremblantes, le cœur battant la chamade. Que venait-il de se passer? Comment avait-elle pu laisser la situation déraper à ce point? Et surtout, comment allait-elle vivre avec ce secret, ce sentiment impossible, ce désir qui ne pouvait mener qu'au désastre?
Les jours qui suivirent furent un étrange mélange de tension et d'évitement. Juliette s'efforçait de ne jamais se retrouver seule avec Antoine, prétextant diverses tâches dans d'autres parties de la maison lorsqu'il s'approchait de la bibliothèque. Elle accomplissait son travail avec une efficacité mécanique, souriant poliment aux autres domestiques, répondant aux requêtes de Madame Élise avec sa diligence habituelle, mais son esprit était constamment ailleurs, revivant malgré elle ce baiser qui avait fait basculer son monde. Antoine, de son côté, semblait respecter sa distance, mais Juliette surprenait parfois son regard posé sur elle lors des repas qu'elle servait ou lorsqu'elle traversait un salon où il se trouvait. Un regard empreint d'une telle intensité qu'elle en avait le souffle coupé. Il avait tenté à plusieurs reprises de lui parler en privé, lui glissant de petits mots demandant de le rejoindre à la bibliothèque tard le soir, mais elle avait ignoré ses invitations, sachant pertinemment qu'y céder ne ferait qu'aggraver leur situation déjà périlleuse. Sophie, quant à elle, était plus présente que jamais, ramenant sans cesse la conversation sur les préparatifs du mariage, les invités prestigieux qui avaient confirmé leur venue, la couverture médiatique prévue pour l'événement. Elle s'était approprié le bureau d'Antoine pour y étaler plans de table et échantillons de décoration, transformant peu à peu la demeure Moreau selon ses goûts, déplaçant des meubles anciens pour faire place à des pièces plus modernes, plus instagrammables, comme elle le disait. Un matin, alors que Juliette nettoyait délicatement un service en porcelaine de Limoges dans l'office, Madame Élise vint la trouver. Son visage habituellement serein portait les marques d'une préoccupation profonde. « Juliette, ma chère, pourriez-vous m'accorder quelques minutes ?» demanda-t-elle, fermant doucement la porte derrière elle pour s'assurer de leur intimité. « Bien sûr, madame », répondit Juliette, essuyant soigneusement ses mains sur son tablier, soudain inquiète. Avait-elle fait quelque chose de mal? Madame Élise avait-elle remarqué son comportement étrange ces derniers jours? La maîtresse de maison s'assit sur une chaise près de la fenêtre et invita Juliette à faire de même, un geste inhabituel qui soulignait le caractère particulier de cette conversation. « Juliette, je vais être directe avec vous, car je vous estime trop pour user de détours, » commença Madame Élise en la regardant droit dans les yeux. « J'ai remarqué un changement entre vous et mon fils ces dernières semaines. D'abord une complicité grandissante, puis soudain cette distance, cette tension. Je ne suis peut-être qu'une vieille femme, mais j'ai suffisamment vécu pour reconnaître les signes. » Juliette sentit son cœur s'arrêter, puis repartir à un rythme effréné. Elle ouvrit la bouche pour protester, pour nier, mais aucun son n'en sortit. Le regard perçant de Madame Élise semblait lire en elle comme dans un livre ouvert. « Je ne vous juge pas, ma chère, » poursuivit Madame Élise avec une douceur inattendue. « En fait, j'ai observé avec plaisir l'influence bénéfique que vous avez eue sur Antoine. Depuis que vous êtes entré dans cette maison, il a retrouvé son intérêt pour la littérature, il sourit plus souvent, il semble plus vivant. » Elle fit une pause, cherchant ses mots. « Mais je dois vous mettre en garde. La situation est plus complexe que vous ne l'imaginez. » Juliette baissa les yeux, incapable de soutenir plus longtemps le regard de cette femme qui semblait tout savoir. « Madame, je vous assure que je n'ai jamais eu l'intention de... »« Je sais, » l'interrompit gentiment Madame Élise. « Vous êtes une jeune femme intègre, Juliette. C'est l'une des qualités que j'admire chez vous. Mais les sentiments ne se commandent pas, n'est-ce pas ?» Devant cette compréhension inattendue, Juliette sentit des larmes monter à ses yeux. « Je suis désolée, madame. Je sais que c'est inapproprié, impossible. Je vous promets que je vais chercher un autre emploi, partir d'ici avant que... » « Non !» L'exclamation de Madame Élise la surprit. « Ce n'est pas ce que je vous demande, Juliette. Au contraire. » Elle prit une profonde inspiration. « Ce que je vais vous dire doit rester entre nous. Pouvez-vous me le promettre ?» Intriguée, Juliette acquiesça. « Bien sûr, madame. Je n'ai jamais approuvé ce mariage avec Sophie Durand, » révéla Madame Élise, baissant légèrement la voix malgré l'absence d'oreilles indiscrètes. « C'était le souhait de mon mari avant sa mort, et Antoine s'est senti obligé de l'honorer. Les Durand exercent également une pression considérable. Ce mariage leur ouvre des portes dans la haute société qui leur étaient jusqu'alors fermées. » Juliette écoutait, stupéfaite par ces confidences inattendues. « Mais j'ai vu mon fils dépérir à l'idée de ce mariage sans amour, » continua Madame Élise. « Je l'ai vu s'enfermer dans le travail, abandonner ses passions, devenir l'ombre de lui-même, jusqu'à ce que vous arriviez. » Un sourire tendre éclaira son visage. « Vous avez ramené une lumière dans ses yeux que je n'avais pas vue depuis des années, Juliette. »« Je ne comprends pas, » murmura Juliette. « Si vous désapprouvez ce mariage, pourquoi ne pas simplement l'annuler ?» Madame Élise secoua la tête. « Ce n'est pas si simple. Les Durand sont puissants, vindicatifs.
Ils pourraient ruiner notre réputation, bloquer nos exportations, utiliser leurs contacts politiques pour nous causer toutes sortes de problèmes. Et puis, il y a la question de l'honneur, de la parole donnée. Elle soupira profondément. Mon mari a bâti cet empire avec des principes rigides. Antoine a grandi avec ses valeurs. Rompre un engagement aussi public serait, à ses yeux, trahir l'héritage de son père. Juliette commençait à comprendre l'ampleur du dilemme. « Alors que me conseillez-vous, madame? Que dois-je faire ?» Madame Élise la regarda longuement avant de répondre. « Je ne peux pas vous dire quoi faire, ma chère. Je voulais simplement que vous compreniez la situation dans son ensemble. Antoine est pris entre son devoir et ses sentiments. C'est un combat qu'il doit mener seul. » Elle se leva, signalant la fin de leur conversation. « Tout ce que je vous demande, c'est d'être patiente. Et si vous éprouvez pour mon fils ne serait-ce qu'une fraction de ce qu'il semble ressentir pour vous, ne perdez pas espoir trop vite. » Sur ces paroles énigmatiques, Madame Élise quitta l'office, laissant Juliette dans un état de confusion totale. Que signifiait ce « ne perdez pas espoir » ? Madame Élise approuvait-elle tacitement une relation entre elle et Antoine ? Était-ce possible qu'une femme de son rang accepte que son fils unique, héritier d'une fortune considérable, s'éprenne d'une simple domestique ? Cette conversation bouleversante occupait encore les pensées de Juliette lorsque, 2 jours plus tard, un événement inattendu vint tout précipiter. Elle était en train de monter un plateau de thé pour Sophie et sa mère, qui discutaient robes et bijoux dans le petit salon, quand elle fut prise d'un vertige soudain. La pièce se mit à tourner autour d'elle. Les tasses sur le plateau tintèrent dangereusement, et elle dut s'appuyer contre le mur pour ne pas tomber. « Ça va, Juliette ?» demanda Martine, la cuisinière qui passait par là. « Tu es blanche comme un linge ?»« Ce n'est rien, » assura Juliette en se redressant avec effort. « Juste un étourdissement. Ça va passer. » Mais ce n'était pas la première fois. Depuis quelques jours, elle se sentait étrangement fatiguée, nauséeuse le matin, sensible à certaines odeurs qu'elle supportait parfaitement auparavant. Sur le moment, elle avait mis ces symptômes sur le compte du stress, de la tension émotionnelle liée à sa situation avec Antoine. Mais maintenant, alors qu'elle calculait mentalement les dates, une réalisation terrifiante commença à se former dans son esprit. « Martine, » murmura-t-elle, la gorge soudain sèche, « quelle date sommes-nous aujourd'hui ? Le 25 novembre, pourquoi ?» Juliette ferma les yeux, faisant rapidement le compte. Ces dernières de règles auraient dû survenir il y a plus de 2 semaines. Elle n'y avait pas prêté attention, absorbée par le tumulte émotionnel qui l'habitait. Mais maintenant, confrontée à ces symptômes, l'évidence s'imposait avec une clarté effrayante. « Juliette ?» insista Martine, inquiète devant son silence prolongé. « Tu es sûre que ça va ?»« Oui, oui, » se reprit-elle. « Pourrais-tu porter ce plateau à mademoiselle Durand ? Je crois que j'ai besoin de prendre l'air un moment. » Sans attendre de réponse, elle confia le plateau à Martine et se précipita vers sa petite chambre sous les combles, fermant la porte derrière elle pour s'effondrer sur son lit, la tête entre les mains. Ce ne pouvait pas être possible. Ils n'avaient été intimes qu'une seule fois, cette nuit-là dans la bibliothèque, après leur premier baiser. Un moment d'abandon, de passion incontrôlable, où ils avaient oublié toute prudence, toute raison. Un moment qui pouvait maintenant changer le cours de leur vie à jamais. Juliette passa l'heure suivante dans un état de panique sourde, pesant ses options, qui semblaient toutes plus désastreuses les unes que les autres. Si elle était vraiment enceinte, et il lui faudrait un test pour en être certaine, que ferait-elle ? Garder le secret et quitter la maison Moreau sans rien dire à Antoine, lui révéler la vérité et risquer de bouleverser sa vie, son mariage imminent, sa position sociale, élever seule un enfant sans ressources, sans soutien. Une faible lueur d'espoir s'alluma en elle en repensant aux paroles de Madame Élise. Peut-être comprendrait-elle, peut-être aiderait-elle, mais c'était se bercer d'illusions. Une chose était de désapprouver en privé le mariage de son fils avec Sophie, une autre était d'accueillir à bras ouverts une gouvernante enceinte des œuvres de l'héritier Moreau. Le lendemain matin, profitant de sa demi-journée de congé hebdomadaire, Juliette se rendit dans une pharmacie loin du quartier, où personne ne pourrait la reconnaître. Les mains tremblantes, elle acheta un test de grossesse qu'elle cacha au fond de son sac avant de regagner rapidement la maison Moreau. Dans l'intimité de sa petite salle de bain, elle suivit les instructions du test, puis attendit, le cœur battant à tout rompre, les 3 minutes les plus longues de sa vie. Quand enfin elle osa regarder le résultat, ses jambes se dérobèrent sous elle et elle s'effondra sur le rebord de la baignoire. 2 lignes roses, nettes, indiscutables. Elle était enceinte. Le monde sembla s'arrêter autour d'elle, réduit à ces 2 lignes accusatrices qui venaient de faire voler en éclats tous ses plans, tous ses espoirs d'avenir. Un enfant, l'enfant d'Antoine Moreau.
un héritier illégitime du prestigieux nom Moreau, conçu avec une gouvernante sans fortune ni statut. Pendant les jours qui suivirent, Juliette vécut comme dans un brouillard, accomplissant ses tâches par automatisme, évitant plus que jamais le regard d'Antoine. Elle avait besoin de temps, de réfléchir, de décider comment et surtout quand lui annoncer la nouvelle, car elle devait le lui dire. Elle le savait. Malgré toutes les complications que cela entraînerait, il avait le droit de savoir qu'il allait devenir père. Mais avant qu'elle ne puisse trouver le courage et le moment propice pour cette révélation, un autre événement vint bouleverser la maisonnée Moreau. Sophie, qui avait passé la journée avec son père à visiter leur nouvelle propriété à Saint-Tropez, revint en début de soirée, surexcitée, tenant à la main une liasse de documents qu'elle agitait comme un trophée. « Antoine, chéri !» s'exclama-t-elle en entrant dans le salon où il discutait affaires avec sa mère. Juliette, qui disposait des fleurs fraîches sur la table basse, se figea, invisible comme souvent aux yeux de Sophie, qui ne prêtait guère attention au personnel. Papa a finalisé l'accord avec les Japonais. Le contrat d'exportation exclusif est signé. Nous pourrons commencer les expéditions dès le lendemain du mariage. Antoine se leva, fronçant légèrement les sourcils. Quel contrat d'exportation, Sophie? Je n'ai signé aucun accord exclusif avec des importateurs japonais. Sophie eut un petit rire condescendant. Mais non, voyons, c'est papa qui s'en est chargé. Il a dit que tu étais trop occupé avec les préparatifs du mariage pour t'en soucier. C'est un accord fabuleux, Antoine. Ils prendront 50% de la production annuelle des vignobles Moreau à un prix fixe garanti. Le visage d'Antoine se durcit. Ton père a négocié une vente massive de nos vins sans me consulter, sans consulter notre œnologue, sans parler des contrats existants avec nos distributeurs européens. Sophie parut enfin remarquer sa colère. Antoine, ne fais pas cette tête. C'est une excellente nouvelle. Papa a dit que cela augmenterait nos bénéfices d'au moins 30% l'an prochain. N'est-ce pas merveilleux? Nos bénéfices, reprit Antoine, de plus en plus tendu. Sophie, nous ne sommes pas encore mariés, et même lorsque nous le serons, les vignobles Moreau resteront sous ma direction. Ton père n'a aucun droit de négocier des contrats en notre nom sans mon autorisation explicite. Sophie se raidit, son sourire disparaissant instantanément. Papa a fait ça pour nous, Antoine, pour assurer notre avenir. Il a des contacts que tu n'as pas, des relations au plus haut niveau. Tu devrais le remercier au lieu de t'emporter comme ça. Elle jeta un coup d'œil à Madame Élise, cherchant un soutien que la mère d'Antoine ne semblait pas disposée à lui apporter. D'ailleurs, papa m'a dit que ce n'était que le début. Une fois que nous serons mariés, il compte t'intégrer au conseil d'administration du groupe Durand, où tu pourras apprendre comment diriger une véritable entreprise moderne, pas seulement un vignoble traditionnel. Ce fut la goutte d'eau. Antoine frappa du poing sur la table, faisant sursauter tout le monde, y compris Juliette, qui observait la scène avec un mélange de malaise et de fascination. « Assez !» s'écria-t-il, ses yeux verts étincelants de colère. « Je ne serai pas le pantin de ton père, Sophie. Les vignobles Moreau sont dans ma famille depuis 6 générations. Nous avons survécu à la phylloxéra, à 2 guerres mondiales, à des crises économiques, sans jamais compromettre notre qualité ou notre indépendance. Je ne laisserai pas Gérard Durand transformer notre héritage en une vulgaire marchandise à écouler en masse sur les marchés asiatiques. » Sophie blêmit sous l'effet de cette colère qu'elle n'avait jamais vue chez son fiancé habituellement si posé. « Tu ne comprends rien aux affaires, Antoine. Papa essaie juste de moderniser votre approche archaïque. Si tu refuses de voir les opportunités qu'il t'offre, peut-être devrais-tu reconsidérer ce mariage. » Un silence de mort tomba sur la pièce. Le silence qui suivit l'ultimatum de Sophie était si dense qu'on aurait pu entendre une épingle tomber. Juliette, toujours figée près de la table aux fleurs, n'osait plus respirer, craignant que le moindre mouvement ne trahisse sa présence. Antoine fixait Sophie avec une expression indéchiffrable, comme s'il la voyait véritablement pour la première fois. « Peut-être que tu as raison, » dit-il finalement d'une voix étrangement calme. « Peut-être devrions-nous effectivement reconsidérer ce mariage. » Sophie pâlit davantage, visiblement choquée par cette réponse inattendue. Elle s'était probablement attendue à ce qu'Antoine s'excuse, cherche un compromis comme il l'avait toujours fait face à ses caprices. « Tu ne peux pas être sérieux, » balbutia-t-elle. « Le mariage est dans 6 semaines. Les invitations sont envoyées, la cathédrale est réservée, ma robe est presque terminée. Et c'est tout ce qui t'importe, n'est-ce pas ?» répliqua Antoine, avec une amertume nouvelle dans la voix. « La cérémonie, les photos dans les magazines, le prestige d'être Madame Moreau. Pas une fois depuis nos fiançailles, tu ne m'as demandé ce que je ressentais, ce que je voulais pour notre avenir commun. Tu as tout planifié avec ton père, comme si j'étais un simple accessoire dans votre stratégie familiale.
Madame Élise, qui était restée silencieuse jusque-là, posa une main apaisante sur le bras de son fils. « Antoine, Sophie, je pense que vous avez tous les deux besoin de prendre un peu de recul. Cette dispute ne mènera nulle part dans cet état d'agitation. » Sophie ignora cette tentative de médiation. Ses yeux bleus, habituellement froids, lançaient maintenant des éclairs. « C'est elle, n'est-ce pas ?» cracha-t-elle soudain, pointant un doigt accusateur vers Juliette qui tressaillit, prise au dépourvu. « J'ai vu comment tu la regardes. Comment vous chuchotez ensemble dans la bibliothèque. Tu crois que je suis aveugle? Cette domestique t'a tourné la tête. » Juliette sentit le sang quitter son visage. Elle voulut protester, s'éclipser, disparaître, mais ses jambes refusaient de lui obéir. Antoine s'était placé instinctivement entre elle et Sophie, comme pour la protéger. « Ne mêle pas Juliette à cela, » dit-il d'un ton qui n'admettait aucune réplique. « Notre problème n'a rien à voir avec elle. Il s'agit de toi et moi, de ton père qui s'immisce dans mes affaires, et du fait que nous voulons des choses fondamentalement différentes dans la vie. »« Tu ne nies même pas !» s'exclama Sophie, au bord des larmes maintenant, mais des larmes de rage plus que de chagrin. « Mon père avait raison depuis le début. Il disait que tu n'étais pas assez ambitieux, que tu te complaisais dans tes vieux livres poussiéreux et tes méthodes dépassées. J'ai défendu notre union, je lui ai dit que je pourrais te changer, te faire évoluer. Mais il avait raison. » Elle se tourna vers Madame Élise, cherchant une alliée. « Vous ne dites rien? Vous trouvez normal que votre fils s'entiche d'une bonne à tout faire, alors qu'il est fiancé à moi, Sophie Durand ?» Madame Élise se leva, imposante malgré sa taille moyenne, émanant une autorité naturelle qui fit immédiatement taire Sophie. « Ma chère, je vous suggère de rentrer chez vous et de vous calmer. Ce n'est pas en insultant mon personnel que vous arrangerez les choses. Quant aux sentiments d'Antoine, ils lui appartiennent, et lui seul décide à qui il les offre. » Cette réponse sembla achever de convaincre Sophie qu'elle n'avait plus d'alliés dans cette maison. Elle arracha sa bague de fiançailles, un saphir entouré de diamants que Juliette avait souvent admiré en secret, et la jeta aux pieds d'Antoine. « C'est terminé, » annonça-t-elle, avec un mélange de dédain et de fureur. « Mon père avait raison. Les Moreau ne sont plus ce qu'ils étaient. Une dynastie en déclin s'accrochant pathétiquement à des traditions obsolètes. » Elle ramassa son sac et se dirigea vers la porte, avant de se retourner une dernière fois. « Tu le regretteras, Antoine. Mon père ne laissera pas passer cet affront. » Sur ces mots, elle sortit en claquant la porte si violemment que les cadres accrochés au mur tremblèrent. Un silence assourdissant s'abattit sur le salon, les trois personnes restantes tentant d'assimiler ce qui venait de se produire. Ce fut Madame Élise qui rompit le silence en premier, avec un soupir qui semblait venir du plus profond de son être. « Eh bien, je suppose que nous n'aurons plus besoin de ces horribles centres de table en cristal qu'elle avait choisis. » Cette remarque inattendue arracha un rire nerveux à Antoine, libérant quelque peu la tension qui habitait la pièce. Il se tourna vers Juliette, qui n'avait toujours pas bougé, comme pétrifiée par les événements dont elle avait été témoin. « Juliette, je suis désolé que vous ayez dû assister à cette scène, » dit-il doucement. « Sophie n'aurait jamais dû vous impliquer ainsi. »« Ce n'est rien, monsieur, » murmura-t-elle, retrouvant enfin sa voix. « Je devrais y aller. Vous avez sans doute besoin d'être seul, en famille, pour discuter de tout cela. » Antoine fit un pas vers elle, mais sa mère l'arrêta d'un geste. « Laisse-la, Antoine, Juliette a raison. Nous avons beaucoup à nous dire, toi et moi. » Elle se tourna vers la jeune femme avec un sourire rassurant. « Prenez le reste de la soirée, Juliette. Je crois que nous avons tous besoin d'un peu de temps pour digérer ces événements. » Reconnaissante pour cet échappatoire, Juliette s'inclina légèrement et quitta la pièce, ses jambes tremblantes la portant jusqu'à sa chambre sous les combles. Une fois seule, elle s'effondra sur son lit, submergée par un tourbillon d'émotions contradictoires. D'un côté, elle ne pouvait nier l'immense soulagement qu'elle ressentait à l'idée que le mariage d'Antoine et Sophie était rompu. De l'autre, une angoisse sourde lui nouait l'estomac. Les Durand étaient puissants, rancuniers. Sophie avait parlé de son père comme d'un homme qui n'oublierait pas cet affront. Que ferait-il pour se venger? Et maintenant que Sophie avait publiquement accusé Antoine de s'être entiché d'elle, sa position dans cette maison était-elle encore tenable? Et puis, il y avait cette réalité incontournable qu'elle n'avait toujours pas révélée à Antoine. Elle portait son enfant. Comment lui annoncer cette nouvelle maintenant, alors qu'il venait tout juste de rompre ses fiançailles? Ne penserait-il pas qu'elle avait orchestré tout cela, provoqué cette rupture pour le piéger? La nuit tomba sur Paris, et Juliette resta allongée sur son lit, fixant le plafond mansardé, écoutant les bruits lointains de la ville qui vivait sa vie nocturne, indifférente au drame qui se jouait dans la demeure Moreau. Elle ne descendit pas pour le dîner,
prétextant un mal de tête auprès de Martine qui s'inquiétait de ne pas la voir. En vérité, elle ne supportait pas l'idée de croiser Antoine ce soir-là, pas avant d'avoir décidé de la marche à suivre. Vers 23 heures, alors qu'elle somnolait habillée sur son lit, un léger coup frappé à sa porte la fit sursauter. Son cœur se mit à battre la chamade. Était-ce Antoine? Avait-il osé monter jusqu'aux chambres du personnel? Qui est-ce? Demanda-t-elle d'une voix qu'elle espérait ferme. C'est moi, Madame Élise, répondit une voix féminine de l'autre côté de la porte. Puis-je entrer un moment? Surprise, Juliette se leva précipitamment pour ouvrir la porte. Jamais encore Madame Élise n'était montée jusqu'à sa chambre. La maîtresse de maison se tenait dans le couloir faiblement éclairé, toujours élégante dans son tailleur gris perle, mais son visage trahissait une fatigue inhabituelle. « Pardonnez cette intrusion tardive, Juliette », dit-elle en entrant dans la petite chambre que Juliette lui offrait d'un geste. « Mais après les événements de ce soir, j'ai pensé que vous auriez peut-être besoin de parler. » Juliette referma la porte, émue par cette attention. « C'est très gentil à vous, madame. »« Je vais bien, je vous assure. C'est plutôt pour vous et monsieur Antoine que je m'inquiète. Cette rupture si soudaine. » Madame Élise eut un sourire énigmatique. Soudaine. Peut-être dans sa forme, mais pas dans son essence. Antoine et Sophie n'étaient pas faits l'un pour l'autre, nous le savions tous. Il a seulement fallu cette crise pour qu'il trouve le courage d'y mettre fin. Elle examina la petite chambre d'un regard circulaire avant de reporter son attention sur Juliette. « Mais ce n'est pas seulement de cela que je suis venu vous parler. » Juliette sentit son cœur se serrer. « Madame, Antoine m'a tout dit, » annonça doucement Madame Élise, « à propos de ce qui s'est passé entre vous, de vos sentiments réciproques. » Juliette sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Madame, je vous assure que je n'ai jamais cherché à... »« Je le sais, » l'interrompit Madame Élise avec douceur. « Vous êtes une jeune femme honorable, Juliette. C'est l'une des raisons pour lesquelles mon fils s'est attaché à vous. Votre intégrité, votre authenticité, des qualités que Sophie n'a jamais possédées. » Juliette resta muette un instant, ne sachant comment réagir à cette révélation. Madame Élise semblait si calme, si compréhensive, face à une situation qui aurait dû susciter sa désapprobation, voire sa colère. Une maîtresse de maison apprenant que son fils unique s'était épris de la gouvernante, n'était-ce pas le scénario d'un scandale que toute femme de son rang chercherait à étouffer? « Je ne comprends pas, » murmura finalement Juliette, les mains tremblantes. « Vous n'êtes pas fâchée ?» Madame Élise s'approcha de la petite fenêtre mansardée qui offrait une vue partielle sur les toits de Paris illuminés par la lune. « Fâchée? Non, Juliette. Inquiète, certainement. Les jours qui viennent ne seront pas faciles. Gérard Durand est un homme vindicatif, et Sophie a l'orgueil blessé. Ils ne laisseront pas cette rupture sans conséquence. » Elle se tourna vers la jeune femme, son visage empreint d'une douceur maternelle. « Mais je ne suis pas fâchée de voir mon fils choisir enfin son bonheur plutôt que son devoir. » Juliette sentit l'émotion lui nouer la gorge. « Madame Élise, je ne sais pas quoi dire. Votre compréhension me touche profondément, mais vous devez savoir que je n'ai jamais voulu causer de problèmes à votre famille. Si ma présence ici devient un embarras, je suis prête à partir. » « Partir ?» Madame Élise haussa les sourcils. « C'est précisément ce que vous ne devez pas faire, ma chère. Antoine a enfin trouvé le courage de suivre son cœur. Votre départ maintenant le dévastera. » Juliette hésita, prise dans un tourbillon d'émotions. C'était le moment de tout dire, de ne plus rien cacher. « Madame, il y a quelque chose que vous devez savoir, quelque chose que je n'ai pas encore dit à Antoine et qui pourrait compliquer encore davantage la situation. » Madame Élise l'observa attentivement, semblant comprendre avant même que Juliette ne prononce les mots. « Je vous écoute, ma chère. » Juliette prit une profonde inspiration, rassemblant tout son courage. « Je suis enceinte, Madame Élise, d'Antoine. » Un silence accueillit cette confession, mais pas le silence horrifié qu'elle avait redouté. Madame Élise la regardait avec des yeux où la surprise se mêlait à une émotion plus complexe, plus profonde. « Un enfant, » murmura-t-elle finalement. « Un petit enfant. » Un sourire inattendu éclaira son visage. La vie a décidément un sens de l'humour particulier. Au moment même où une porte se ferme avec les Durand, une nouvelle s'ouvre vers l'avenir. Cette réaction décontenança Juliette. « Vous n'êtes pas choquée, scandalisée. » Madame Élise s'approcha d'elle et, dans un geste d'une tendresse infinie, prit ses mains dans les siennes. « Ma chère enfant, j'ai vécu suffisamment longtemps pour savoir que les conventions sociales sont bien souvent des carcans qui étouffent la vraie vie, le vrai bonheur. Oui, votre situation est, disons, non conventionnelle. Mais un enfant est toujours une bénédiction, surtout dans cette famille qui a tant besoin de renouveau. » Les larmes que Juliette retenait depuis des jours jaillirent enfin,
libérant toute la tension, la peur, l'incertitude qui l'habitait. « J'ai si peur, madame. Peur de ce que les gens diront, de ce qu'Antoine pensera quand il l'apprendra. Nous n'avons été intimes qu'une fois après notre premier baiser dans la bibliothèque. C'était imprudent, impulsif. Et maintenant, avec cette rupture, ne va-t-il pas penser que je l'ai piégé? Antoine n'est pas de cette nature, affirma madame Élise avec conviction. Il est intègre, responsable, et s'il vous aime comme je le crois, cette nouvelle, bien que surprenante, le comblera. Elle fit asseoir Juliette sur le petit fauteuil près de la fenêtre, s'asseyant elle-même au bord du lit. Mais vous avez raison sur un point, le timing est délicat. Avec les Durand qui vont certainement chercher à nous nuire, un scandale supplémentaire ne faciliterait pas les choses. Elle réfléchit un instant. Combien de temps? Pardon? Demanda Juliette, confuse. Votre grossesse. De combien de semaines êtes-vous enceinte? 6 semaines, je crois. Je viens tout juste de le découvrir. Madame Élise hocha la tête, pensive. Nous avons un peu de temps devant nous, alors. Voici ce que je propose. Gardons cette nouvelle entre nous pour l'instant. Laissons Antoine gérer d'abord les conséquences de sa rupture avec Sophie. Les Durand vont réagir, c'est certain, et nous devons être préparés. Une fois cette tempête initiale apaisée, vous pourrez lui annoncer votre grossesse. Juliette hésita. Je ne suis pas sûre de pouvoir lui cacher cela. Ne serait-ce pas commencer notre quoi que ce soit entre nous par un mensonge? Pas un mensonge, ma chère. Juste un décalage stratégique. Croyez-moi, j'ai navigué dans les eaux troubles de la haute société parisienne toute ma vie. Le timing est parfois aussi important que la vérité elle-même. Malgré ses réserves, Juliette devait admettre que madame Élise avait raison. Antoine aurait déjà fort à faire avec les répercussions de sa rupture. Lui annoncer une grossesse maintenant risquait de le submerger. D'accord, acquiesça-t-elle finalement. Je garderai le secret encore un peu. Mais pas trop longtemps. Je ne veux pas qu'il pense que j'ai délibérément cherché à le lui cacher. Bien sûr, approuva madame Élise. Quelques jours, peut-être une semaine, juste le temps que la poussière retombe un peu. Elle se leva, signalant la fin de leur conversation. Maintenant, reposez-vous, Juliette. Prenez soin de vous et de ce petit être qui grandit en vous, et n'oubliez pas, quoi qu'il arrive, vous n'êtes pas seul. Sur ces paroles réconfortantes, madame Élise quitta la chambre, laissant Juliette dans un état d'esprit radicalement différent de celui dans lequel elle se trouvait 1 heure plus tôt. De la peur et du désespoir, elle était passée à un fragile espoir, une lueur de possibilité que sa vie et celle de son enfant pourraient avoir une place au sein de la famille Moreau. Pourtant, alors qu'elle se préparait enfin pour la nuit, un doute persistant continuait de la tourmenter. Madame Élise était une chose, mais le monde extérieur en était une autre. Comment la société parisienne réagirait-elle en apprenant qu'Antoine Moreau avait non seulement rompu ses fiançailles avec l'héritière Durand, mais qu'il avait également mis enceinte sa gouvernante? Et plus important encore, comment Antoine lui-même réagirait-il à cette nouvelle, à la perspective soudaine de devenir père dans des circonstances si inhabituelles? Ces questions sans réponse immédiate tournoyaient dans son esprit, alors qu'elle sombrait dans un sommeil agité, peuplé de rêves où Sophie Durand la poursuivait à travers un labyrinthe de vignes, brandissant la lettre écarlate qui semblait cousue sur la poitrine de Juliette. Le lendemain matin, la demeure Moreau était étrangement silencieuse. Habituellement, le petit déjeuner était servi à 8 heures précises pour Antoine, qui partait ensuite pour ses bureaux près de l'opéra. Mais ce jour-là, lorsque Juliette descendit à la cuisine, Martine l'informa que monsieur avait demandé qu'on lui monte un plateau dans sa chambre. « Il paraît que c'est fini avec mademoiselle Durand », chuchota la cuisinière en préparant les croissants. Marcel a entendu madame Élise passer un coup de fil à leur avocat ce matin. « Tu sais quelque chose, toi ?»« Non, » mentit Juliette, mal à l'aise. « Je ne suis pas au courant des affaires de la famille. » Martine la regarda avec scepticisme. « C'est bizarre quand même, à moins de 2 mois du mariage. Moi je dis qu'il y a anguille sous roche. » Elle s'approcha, baissant encore la voix. « Et tu sais ce que Sophie a crié avant de partir hier soir? Que monsieur Antoine s'intéressait à une des domestiques? Tu imagines le scandale ?» Juliette sentit ses joues s'empourprer. « Les gens disent n'importe quoi quand ils sont en colère, » répondit-elle évasivement, s'occupant à disposer les viennoiseries sur un plateau pour détourner l'attention de son visage. « Si tu veux mon avis, » continua Martine, imperturbable, « c'est cette nouvelle femme de chambre, Claudine. Elle est toujours à minauder quand monsieur est là, avec ses jupes trop courtes et son décolleté. » Juliette éprouva un étrange mélange de soulagement et d'irritation face à cette théorie. « Je ne pense pas que monsieur soit du genre à s'intéresser au décolleté de ses employés, » dit-elle un peu sèchement. « Ah bon? Et tu sais quel genre d'homme il est, toi ?»
Martine la regarda avec une curiosité nouvelle. « C'est vrai que tu passes beaucoup de temps avec lui, dans la bibliothèque. »« Je range ses livres et je nettoie, c'est tout, » coupa Juliette, regrettant aussitôt son ton défensif qui ne faisait qu'attiser les soupçons de la cuisinière. « Le plateau est prêt. Je vais le monter à Madame Élise. » Elle s'échappa de la cuisine avec le petit déjeuner, le cœur battant. Ça commençait déjà, les regards suspicieux, les questions, les rumeurs. Si le personnel de maison avait des soupçons, combien de temps faudrait-il avant que tout Paris ne soit au courant? En montant l'escalier principal, Juliette fut surprise de trouver Antoine lui-même dans le hall d'entrée, habillé pour sortir, l'air grave mais déterminé. « Juliette, » dit-il en la voyant, son visage s'adoucissant immédiatement. « Je vous cherchais. » Elle s'arrêta, le plateau tremblant légèrement dans ses mains. « Monsieur Antoine, bonjour, j'apportais le petit déjeuner à votre mère. Posez-le un instant, s'il vous plaît. J'ai besoin de vous parler. » Juliette obéit, déposant le plateau sur une console du hall, son cœur battant à tout rompre. Allait-il lui parler de leur relation maintenant que ses fiançailles étaient rompues? Devait-elle lui révéler sa grossesse malgré la suggestion de Madame Élise d'attendre? « Je pars pour Bordeaux dans 1 heure, » annonça Antoine sans préambule. « Les Durand ont déjà commencé à agir. J'ai reçu ce matin un appel m'informant que Gérard essaie de convaincre notre distributeur principal de rompre son contrat avec nous. Je dois aller rencontrer personnellement nos partenaires, m'assurer qu'ils nous restent fidèles. »« Je comprends, » murmura Juliette, déçue malgré elle qu'ils ne mentionnent pas leur relation. Antoine jeta un regard autour d'eux pour s'assurer qu'ils étaient seuls, puis s'approcha d'elle, baissant la voix. « Juliette, ce qui s'est passé hier soir, la façon dont Sophie vous a impliqué, je suis désolé, je n'ai jamais voulu vous exposer ainsi. »« Ce n'est rien, » assura-t-elle. « Je comprends que mademoiselle Durand était bouleversée. »« Non, ce n'est pas rien. » La voix d'Antoine se fit plus ferme. « Sophie a laissé entendre devant ma mère et probablement devant tout le personnel que vous et moi, que nous... » Il s'interrompit, cherchant ses mots. Le fait est qu'elle n'avait pas complètement tort. Juliette leva les yeux vers lui, surprise par cette admission directe. « Antoine, je tiens à vous, Juliette, » poursuivit-il, avec une sincérité qui la désarma. « Plus que je ne devrais peut-être, plus que les conventions ne le permettent. Mais je ne peux pas. Je ne veux pas vous faire porter le poids de ce qui s'est passé avec Sophie. Notre rupture était inévitable, avec ou sans vous. Je veux que vous le sachiez. » Elle acquiesça, touchée par sa volonté de la protéger. « Je le sais. Quand je reviendrai de Bordeaux, nous parlerons plus longuement, je vous le promets. De nous, de ce que nous ressentons, de ce que nous voulons pour l'avenir. » Il hésita un instant. « Si toutefois vous souhaitez qu'il y ait un « nous », la question était posée avec une vulnérabilité que Juliette n'avait jamais perçue chez cet homme habituellement si maître de lui-même. Malgré les conseils de prudence de Madame Élise, malgré les complications qu'elle savait inévitables, elle ne put s'empêcher de répondre avec son cœur. « Oui, » murmura-t-elle, « je le souhaite. » Le visage d'Antoine s'illumina de ce sourire rare qui transformait ses traits sérieux, le rendant soudain plus jeune, plus libre. « Alors attendez-moi. Je serai de retour dans 3 jours au plus tard. » Il jeta un nouveau regard autour d'eux, puis, dans un geste impulsif, se pencha pour déposer un baiser rapide mais tendre sur ses lèvres. « À très bientôt, Juliette. » Et il était parti, laissant derrière lui le parfum subtil de son aftershave et la promesse d'une conversation qui pourrait changer leur vie à jamais. Ce que Juliette ignorait, c'est que la tempête annoncée par Madame Élise n'était encore qu'à ses prémices. Pendant qu'Antoine conduisait vers Bordeaux, Gérard Durand tenait une réunion d'urgence dans son bureau parisien, entouré de ses conseillers les plus fidèles et d'un journaliste particulièrement influent du monde des affaires et de la haute société. « Je veux que les Moreau comprennent ce que signifie s'en prendre à ma famille, » disait-il, tapotant nerveusement son stylo Mont-Blanc sur le bureau en acajou. « Antoine a humilié ma fille. Il paiera pour cela, et son petit empire viticole avec lui. » Le journaliste prenait des notes, un sourire carnassier aux lèvres. Le scandale qui se préparait ferait la une de tous les médias économiques et mondains de France. Et au cœur de cette tempête médiatique se retrouverait bientôt, sans le savoir encore, une jeune gouvernante enceinte dont le destin venait de prendre un tournant aussi inattendu que périlleux. Les 3 jours qui suivirent le départ d'Antoine pour Bordeaux semblèrent s'étirer interminablement pour Juliette. Elle accomplissait ses tâches quotidiennes avec une précision mécanique, essayant d'ignorer les regards curieux et les chuchotements qui la suivaient désormais dans la maison Moreau. La rumeur d'une liaison entre elle et le maître de maison s'était répandue parmi le personnel comme une traînée de poudre, alimentée sans doute par les paroles furieuses de Sophie lors de son départ fracassant. Madame Élise, avec sa dignité habituelle,
ne faisait rien pour confirmer ou infirmer ces spéculations, traitant Juliette avec la même courtoisie mesurée qu'auparavant. Cette apparente normalité était à la fois un soulagement et une source d'anxiété pour la jeune femme, qui se demandait si la mère d'Antoine regrettait déjà sa réaction compréhensive face à l'annonce de sa grossesse. Le matin du 3e jour, alors que Juliette prenait son petit déjeuner dans la cuisine en compagnie des autres domestiques, Marcel, le majordome, entra précipitamment, un exemplaire du journal Le Figaro à la main. « Vous ne devinerez jamais ce qui fait la une ce matin », annonça-t-il, visiblement excité par l'importance de sa nouvelle. Les fiançailles Moreau-Durand sont officiellement rompues, et c'est un vrai scandale. Juliette sentit son estomac se nouer, tandis que Marcel étalait le journal sur la table. Un article en première page titrait en caractères gras « Rupture fracassante entre deux dynasties françaises. Les Moreau et les Durand se déchirent. » « Lisez ça », insista Marcel, pointant un passage de l'article. Selon des sources proches de la famille Durand, la rupture serait due à un désaccord fondamental sur la gestion future des vignobles Moreau, mais également à une relation inappropriée qu'Antoine Moreau entretiendrait avec un membre de son personnel. Il ne donne pas de nom, mais c'est évident, non? Il jeta un regard appuyé vers Juliette, qui sentit le sang quitter son visage. « Marcel, ça suffit », intervint Martine, remarquant la pâleur de Juliette. « Ce ne sont que des ragots de journalistes qui cherchent à vendre du papier. »« Des ragots ?» répéta Marcel avec un petit rire sarcastique. Sophie Durand l'a pratiquement crié dans toute la maison l'autre soir. Et puis, regardez l'autre article, en page 3. Gérard Durand menace de poursuivre les Moreau pour rupture abusive de contrat. Il prétend qu'Antoine avait déjà signé des accords préliminaires pour l'intégration des vignobles au groupe Durand après le mariage. Juliette n'écoutait plus, concentrée sur sa respiration qui s'était faite difficile. Son secret, sa relation avec Antoine, était maintenant exposé au grand jour, pas encore avec son nom, mais cela ne saurait tarder. Et que penserait Antoine en découvrant que leur histoire privée était devenue un sujet de conversation dans tout Paris? « Je dois aller voir Madame Élise », murmura-t-elle en se levant brusquement, laissant son petit déjeuner à peine entamé. Elle trouva Madame Élise dans le petit salon, elle aussi un journal à la main, l'air préoccupé mais pas surpris. « Ah, Juliette », dit-elle en la voyant entrer, « j'allais justement vous faire appeler. Vous avez vu les journaux, je présume ?»« Oui, madame », répondit Juliette, la gorge serrée. « Je suis désolée, tout cela à cause de moi. »« Ne dites pas de sottises », l'interrompit fermement Madame Élise. « Ce scandale est entièrement orchestré par Gérard Durand. Il cherche à faire pression sur Antoine, à le déstabiliser pour l'amener à revenir sur sa décision, ou, à défaut, pour nuire à notre réputation. » Elle posa le journal et soupira. « C'est un homme dangereux quand il s'estime lésé. J'ai reçu un appel d'Antoine ce matin. Il a réussi à convaincre la plupart de nos distributeurs de nous rester fidèles, mais Durand a déjà commencé à faire circuler des rumeurs sur la qualité de notre dernier millésime. « Que pouvons-nous faire ?» demanda Juliette, se sentant terriblement impuissante face à ces manœuvres qui dépassaient de loin son univers habituel. « Pour l'instant, gardez notre dignité et notre calme, » répondit Madame Élise avec une détermination tranquille. « Antoine rentrera demain et nous établirons une stratégie ensemble. En attendant, » elle hésita, comme si elle cherchait les mots justes. « Juliette, je pense qu'il serait préférable que vous limitiez vos sorties dans les prochains jours. Les Durand ont probablement des informateurs un peu partout, et je ne serais pas surprise qu'ils cherchent à découvrir qui est cet employé mentionné dans les journaux. » Juliette acquiesça, comprenant la sagesse de ce conseil. « Bien sûr, madame. »« Et comment vous sentez-vous » demanda plus doucement Madame Élise, son regard se posant brièvement sur le ventre encore plat de Juliette. « Les nausées matinales ne sont pas trop difficiles ?» Touchée par cette sollicitude, Juliette sourit faiblement. « Ça va, merci. Quelques vertiges parfois, mais rien d'insupportable. Bien, veillez à bien vous alimenter et à vous reposer suffisamment. Ce petit passager a besoin que vous preniez soin de vous. » Cette conversation fut interrompue par l'arrivée de Marcel, qui annonça qu'un certain Monsieur Lefebvre demandait à voir Madame d'urgence. « Il dit qu'il est journaliste au Monde, madame, et qu'il souhaite avoir votre version des faits concernant la rupture des fiançailles. » Madame Élise se redressa, reprenant instantanément son masque de maîtresse de maison imperturbable. « Dites-lui que je ne fais pas de commentaires sur les affaires privées de ma famille, Marcel, et prévenez le service de sécurité que nous ne recevons aucun journaliste jusqu'à nouvel ordre. » Quand Marcel fut sorti, elle se tourna vers Juliette avec un regard grave. « Voilà que cela commence. Ils vont tous essayer de décrocher l'interview exclusive, la révélation croustillante.
Elle secoua la tête avec dégoût. Les vautours se rassemblent toujours autour de ce qu'ils perçoivent comme une carcasse. Cette image macabre fit frissonner Juliette. Je suis vraiment désolé d'être la cause de tout cela. Vous n'êtes la cause de rien du tout, affirma fermement Madame Élise. Antoine a fait un choix. Le choix de l'authenticité, de l'amour véritable plutôt que d'un mariage de convenance. C'est un choix dont je suis fier, même si je sais qu'il aura un coût. Elle s'approcha de Juliette et, dans un geste maternel qui surprit la jeune femme, lui prit les mains. « Ne doutez jamais de votre valeur, Juliette. Vous avez apporté dans cette maison une lumière qui y manquait depuis longtemps. » Ces paroles réconfortantes accompagnèrent Juliette tout au long de cette journée, où elle s'efforça de rester discrète, travaillant principalement dans les étages supérieurs de la maison, loin des regards extérieurs. Vers la fin de l'après-midi, alors qu'elle rangeait des livres dans la bibliothèque, son téléphone vibra dans la poche de son tablier. C'était un message d'Antoine. « J'ai vu les journaux. Ne t'inquiète pas, nous affronterons cela ensemble. Je rentre demain matin. Tu me manques. » Ah, ce simple message, le premier où il la tutoyait, lui réchauffa le cœur et lui redonna courage. Peut-être, après tout, que leur histoire impossible n'était pas si impossible que ça. Peut-être qu'avec le soutien de Madame Élise et la détermination d'Antoine, il pourrait traverser cette tempête médiatique et construire quelque chose de réel, de durable. Cette fragile espérance fut de courte durée. Le lendemain matin, Juliette se réveilla avec une nausée particulièrement violente. Elle a eu à peine le temps d'atteindre sa petite salle de bain avant de rendre le peu qu'elle avait mangé la veille au soir. Pâle et tremblante, elle s'aspergea le visage d'eau froide, se rappelant que c'était un symptôme normal de grossesse, bien qu'extrêmement désagréable. Antoine rentrait aujourd'hui. Elle devait tenir bon, paraître présentable. Elle descendit à la cuisine plus tard que d'habitude, s'attendant à trouver le personnel en pleine effervescence pour préparer le retour du maître de maison. Au lieu de cela, une atmosphère étrange régnait dans la pièce. Les conversations cessèrent brusquement à son entrée et tous les regards se tournèrent vers elle, certains empreints de curiosité, d'autres de gêne, voire de réprobation. « Bonjour », dit-elle, mal à l'aise sous ses regards insistants. « Qu'y a-t-il? Pourquoi me regardez-vous ainsi ?» Martine lui tendit silencieusement un tabloïd, un de ces journaux à scandale qu'habituellement personne ne lisait dans la maison Moreau. En première page s'étalait une photo d'Antoine quittant un restaurant à Bordeaux en compagnie d'une femme élégante, accompagnée d'un titre racoleur. « Antoine Moreau, déjà consolé, qui est cette mystérieuse brune ?» Juliette sentit un froid glacial l'envahir. La femme sur la photo était indéniablement belle, vêtue avec un goût exquis. Son bras passait familièrement sous celui d'Antoine qui souriait, un sourire qu'elle n'avait vu que lorsqu'il était vraiment détendu, vraiment lui-même. « C'est Claire de Valmont », expliqua Martine, brisant enfin le silence pesant. « Une œnologue qui travaille pour les vignobles Moreau depuis 3 ans. Elle est basée à Bordeaux, mais elle vient parfois à Paris pour des dégustations professionnelles. »« Je vois », murmura Juliette, s'efforçant de garder une expression neutre malgré la douleur aiguë qui lui transperçait le cœur. « Et pourquoi me montrez-vous cela ?»« Parce que... » Martine hésita, cherchant les mots justes. « Il y a des rumeurs, Juliette. Des rumeurs sur toi et monsieur Antoine. Et puis hier, au marché, j'ai entendu dire que monsieur avait toujours été proche de mademoiselle de Valmont, mais que la famille Moreau préférait une alliance avec les Durand pour des raisons financières. » Elle s'interrompit, gênée. « Je me suis dit que tu devrais être au courant, c'est tout. » Juliette rendit le journal à Martine, les mains tremblantes. « Merci de ta prévenance, » dit-elle avec un calme forcé. « Mais la vie privée de monsieur Moreau ne me concerne pas. » Elle quitta la cuisine d'un pas raide, incapable de supporter une minute de plus les regards de pitié et de curiosité malsaine. Dans le hall, elle croisa Marcel qui lui annonça que Madame Élise souhaitait la voir dans son bureau. « Parfait », pensa-t-elle amèrement. « Autant en finir tout de suite. » Madame Élise avait probablement vu les photos, elle aussi, et se rendait compte que son fils n'était pas aussi épris de sa gouvernante qu'elle l'avait cru. Mais ce n'était pas pour parler des photos qu'Élise Moreau l'avait convoquée. Assise derrière le bureau qui avait été celui de son mari, elle avait l'air grave, préoccupée, mais pas en colère. « Juliette, nous avons un problème », annonça-t-elle sans préambule. « Je viens de recevoir un appel de notre avocat. Un journaliste du Paris Match prépare un article sur vous. » Juliette sentit son sang se glacer dans ses veines. « Sur... moi ? Mais je ne suis personne. Pourquoi s'intéresserait-il à moi ? Parce que quelqu'un leur a vendu l'information que vous êtes la mystérieuse employée qui aurait séduit Antoine et causé la rupture de ses fiançailles. »
Ils ont votre nom complet, votre parcours et... Elle fit une pause visiblement troublée. Et ils affirment avoir une source qui leur a révélé que vous êtes enceinte. Le monde sembla s'effondrer autour de Juliette. Ses jambes se dérobèrent sous elle, et elle dut s'agripper au bord du bureau pour ne pas tomber. Comment pourrait-il savoir, balbutia-t-elle. Je ne l'ai dit qu'à vous, et je viens à peine de l'apprendre moi-même. Les pharmacies, suggéra Madame Élise avec un soupir las. Vous avez probablement acheté un test de grossesse, et quelqu'un vous a reconnu ou a recoupé l'information. Les Durand ont certainement mis en place un réseau d'informateurs pour trouver la moindre information compromettante sur notre famille. Elle se leva et vint auprès de Juliette, lui offrant son bras pour la soutenir. « Venez, asseyez-vous. Nous devons réfléchir rapidement à la façon de gérer cette crise avant qu'Antoine ne rentre. » Juliette se laissa guider jusqu'au canapé, encore sous le choc de cette révélation. « Que vais-je faire? Je ne voulais pas qu'Antoine l'apprenne ainsi, pas par un article de presse à scandale. Nous ne pouvons pas empêcher la publication de l'article, expliqua Madame Élise en s'asseyant à côté d'elle. Notre avocat a essayé, mais ils ont suffisamment vérifié leurs sources pour se prémunir contre une action en diffamation. En revanche, nous pouvons contrôler la façon dont Antoine l'apprendra. Elle prit son téléphone et composa un numéro. Antoine, c'est moi. Où es-tu? Ah, bien, tu seras là dans 2 heures alors. Écoute, il s'est produit un développement dont nous devons parler avant que tu n'arrives. Pourrais-tu t'arrêter d'abord au bureau de Maître Fournier? Oui, c'est important. Non, tout va bien. Ne t'inquiète pas. C'est juste que certaines informations vont bientôt devenir publiques et il vaut mieux que tu sois préparé. D'accord, merci. À tout à l'heure. Elle raccrocha et se tourna vers Juliette. Notre avocat lui expliquera la situation. C'est mieux ainsi. Antoine aura besoin d'un moment pour assimiler la nouvelle avant de vous revoir. Juliette sentit des larmes brûlantes couler sur ses joues. Il va penser que je l'ai piégé, que j'ai planifié tout cela, surtout après ces photos avec cette Claire de Valmont. Madame Élise fronça les sourcils. Quelle photo? Dans les tabloïds ce matin. Antoine et une certaine Claire de Valmont à Bordeaux, sortant d'un restaurant, bras dessus, bras dessous. Ah, soupira Madame Élise avec une expression de compréhension. Claire est une vieille amie d'Antoine, et également notre œnologue en chef à Bordeaux. Il n'y a rien de romantique entre eux, je vous l'assure. Elle est fiancée à un viticulteur de la région depuis des années. Cette information aurait dû rassurer Juliette, mais elle était trop bouleversée pour y trouver un réel réconfort. Peu importe, la presse va faire de moi une intrigante, une ambitieuse, qui a séduit son patron pour s'élever socialement. Et maintenant, avec cette grossesse, tout le monde va croire que c'est un piège, une tentative de le forcer à m'épouser. Et qu'en est-il réellement, Juliette? Demanda doucement Madame Élise. Cette grossesse est-elle un accident ou un choix? La question si directe surprit Juliette. Un accident, bien sûr. Je n'aurais jamais... Comment pouvez-vous penser que j'aurais délibérément... Elle s'interrompit, blessée que Madame Élise puisse douter de son intégrité. Je ne pense rien de tel, assura la mère d'Antoine avec douceur. Je vous connais suffisamment pour savoir que vous n'êtes pas ce genre de personne. Mais Antoine ne vous connaît pas encore aussi bien que moi. Et avec toute cette pression médiatique, ces insinuations, il aura besoin de temps pour voir clairement la situation. Juliette sentit un désespoir profond l'envahir. Vous pensez qu'il doutera de moi? Ce n'était pas une question, mais Madame Élise y répondit néanmoins. Je pense qu'il sera confus, submergé. Apprendre qu'il va être père dans ces circonstances, ce n'est pas ainsi que les choses auraient dû se passer. Elle avait raison, bien sûr. Tout cela était un désastre, une tempête parfaite où se mêlaient scandale médiatique, vengeance des Durand, et maintenant cette grossesse inattendue. Comment Antoine pourrait-il voir clair à travers ce chaos? Comment pourrait-il croire en la sincérité de ses sentiments, alors que tout semblait confirmer qu'elle n'était qu'une opportuniste, cherchant à s'élever socialement? Je devrais partir, murmura Juliette, prenant soudain une décision. Quitter Paris au moins pour un temps, laisser les choses se calmer. Madame Élise la regarda avec surprise. Fuir n'est pas la solution, Juliette. Ce n'est pas fuir. C'est donner à Antoine l'espace dont il aura besoin pour réfléchir, pour décider ce qu'il veut vraiment, sans la pression de ma présence, de ma condition. Elle se leva, soudain résolue. Ma mère vit toujours en Normandie. Je pourrais aller chez elle quelques semaines, le temps que tout cela se tasse un peu. Et si Antoine veut vous voir, vous parler, il saura où me trouver, s'il le désire vraiment. Juliette essuya ses larmes d'un geste décidé. Je partirai cet après-midi avant son retour. Pourrez-vous lui expliquer mon choix, lui dire que je ne fuis pas mes responsabilités, mais que je veux lui laisser la liberté de décider sans contrainte. Madame Élise semblait dubitative, mais elle finit par acquiescer lentement. Je lui transmettrai votre message, mais Juliette,
Êtes-vous certaine que c'est ce que vous voulez? Antoine va être bouleversé de ne pas vous trouver à son retour. Je n'ai jamais dit que c'était ce que je voulais, répondit Juliette avec un triste sourire. C'est ce qui me semble juste. Pour lui, pour moi, et pour cet enfant qui mérite mieux qu'un père qui douterait constamment des motivations de sa mère. Sur ces paroles, elle quitta le bureau de Madame Élise pour aller préparer son départ précipité, ignorant la petite voix en elle qui lui criait qu'elle faisait une terrible erreur. Une voix qui ressemblait étrangement à celle d'Antoine, lui demandant d'attendre son retour, de lui faire confiance. Mais la confiance, comme l'amour, était un luxe qu'elle ne pouvait plus se permettre dans la tourmente qui s'abattait sur eux. La gare Saint-Lazare grouillait de voyageurs en ce milieu d'après-midi, l'agitation habituelle amplifiée par une annonce de retard sur plusieurs lignes. Assise sur un banc, sa petite valise à ses pieds, Juliette fixait le panneau d'affichage sans vraiment le voir, perdue dans ses pensées. Son train pour Caen ne partait que dans 40 minutes, 40 longues minutes, pendant lesquelles elle pouvait encore changer d'avis, retourner à la maison Moreau, affronter Antoine à son retour. Fuir n'était pas dans sa nature. Toute sa vie, elle avait fait face aux difficultés avec courage et détermination, la mort de son père, les problèmes financiers de sa mère, les sacrifices pour poursuivre ses études. Mais cette situation dépassait tout ce qu'elle avait connu. Ce n'était pas seulement sa réputation qui était en jeu, mais celle d'Antoine, l'avenir des vignobles Moreau, et maintenant, la vie d'un enfant innocent qui n'avait pas demandé à naître dans de telles circonstances. Mademoiselle Dubois, la voix masculine la fit sursauter. Elle leva les yeux pour découvrir Philippe, l'ami d'enfance d'Antoine qu'elle avait rencontré lors du dîner avec les Durand, se tenant devant elle avec une expression indéchiffrable. « Monsieur Lacroix », murmura-t-elle, surprise et immédiatement sur ses gardes. « Comment m'avez-vous trouvé ?» Philippe s'assit à côté d'elle, sans attendre d'invitation. « Madame Élise m'a appelé, assez paniquée. Elle m'a dit que vous partiez pour la Normandie, et m'a suggéré de vérifier à Saint-Lazare. » Il observa sa valise, et le billet de train qu'elle tenait fermement. « Alors c'est vrai, vous fuyez. »« Je ne fuis pas, » protesta-t-elle faiblement. « Je prends du recul. C'est différent. »« Est-ce vraiment ce que vous croyez ?» Philippe secoua la tête avec une moue désapprobatrice. « Antoine est en route vers Paris en ce moment même, probablement en train de répéter dans sa tête tout ce qu'il veut vous dire. Et vous ne serez pas là. » Juliette sentit sa résolution vaciller. « Justement, il a besoin de temps pour réfléchir, pour décider ce qu'il veut vraiment, sans ma présence qui compliquerait tout. Antoine sait parfaitement ce qu'il veut, » affirma Philippe avec conviction. « Il le sait depuis le jour où il vous a vu pour la première fois, même s'il lui a fallu du temps pour l'admettre. » Cette déclaration surprit Juliette. « Comment pouvez-vous en être si sûre ? Parce que je le connais depuis que nous avions 8 ans. Je l'ai vu enchaîné aux attentes de son père, sacrifier ses rêves pour l'entreprise familiale, puis se résigner à un mariage sans amour. Et puis, il y a eu un changement, subtil au début, puis de plus en plus évident. » Philippe eut un sourire complice. « Il parlait de vous, vous savez ? » ?»« Pas directement. Antoine est trop prudent pour cela. Mais il mentionnait cette jeune femme qui organise la bibliothèque avec une admiration qu'il n'avait jamais eue pour Sophie. » Juliette baissa les yeux, touchée malgré elle par cette révélation. « Cela n'a plus d'importance maintenant. Tout est trop compliqué. La vie est compliquée, mademoiselle Dubois. Fuir ne la simplifiera pas, croyez-moi. » Philippe sortit son téléphone de sa poche. « Antoine est en train de quitter le bureau de Maître Fournier. Je suppose que vous savez ce que cela signifie ? » « Il est au courant, » murmura Juliette, sentant son cœur se serrer douloureusement. « Pour ma grossesse. » Philippe acquiesça gravement. « Et pour l'article qui paraîtra demain. Apparemment, les Durand ont fait un travail remarquable pour rassembler des informations sur vous. Votre passé modeste, vos ambitions, votre prétendue stratégie pour séduire Antoine et vous assurer une place dans la haute société parisienne. » Il grimaça de dégoût. Du grand n'importe quoi, bien sûr, mais assez habilement construit pour sembler plausible aux yeux du public. Les larmes montèrent aux yeux de Juliette. C'était pire que ce qu'elle avait imaginé. « Vous voyez, c'est exactement pour cela que je dois partir. Comment Antoine pourrait-il encore me regarder en face après cela? Comment pourrait-il croire en ma sincérité alors que tout le monde me dépeint comme une intrigante? Parce qu'il vous connaît, Juliette, » répondit simplement Philippe. « Il a passé ces derniers mois à découvrir qui vous êtes vraiment, vos valeurs, votre intégrité, votre intelligence. Pensez-vous qu'il laisserait un ramassis de mensonges écrits par des journalistes à sensation ébranler sa confiance en vous? Mais l'enfant, insista-t-elle, formulant enfin sa plus grande crainte. Il va penser que je l'ai piégé. » Philippe soupira profondément. « Juliette, Antoine veut être père, pas dans un avenir lointain, pas comme une obligation dynastique,
mais réellement, profondément. C'est quelque chose dont il m'a parlé souvent, surtout ces dernières années. Sa réticence face au mariage avec Sophie venait en partie de là. Il savait qu'elle ne partageait pas ce désir, qu'un enfant ne serait pour elle qu'un accessoire de statut social. Cette révélation ébranla Juliette. Antoine désirait des enfants? Il n'en avait jamais parlé lors de leur conversation à la bibliothèque. Mais bien sûr, ils avaient évité les sujets trop personnels, trop intimes, comme s'ils craignaient tous deux de rendre leur attirance encore plus réelle en la mettant en mots. « Je ne sais pas quoi faire », admit-elle finalement, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. « Venez avec moi », proposa Philippe en se levant, lui tendant une main. « Retournons à la maison Moreau. Affrontez Antoine. Affrontez cette situation. Ensemble, vous trouverez une solution. » Juliette regarda sa main tendue, puis le panneau d'affichage où son train était maintenant indiqué avec un retard supplémentaire de 20 minutes. Était-ce un signe? Une occasion de reconsidérer sa décision? « Et si vous avez tort ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Et si Antoine a changé d'avis, s'il regrette ce qui s'est passé entre nous? Alors vous partirez demain, la tête haute, sachant que vous avez eu le courage d'affronter la situation au lieu de fuir. » Philippe sourit avec encouragement. « Mais je ne crois pas me tromper sur Antoine. Je l'ai entendu ce matin au téléphone. Il était inquiet pour vous, pas pour lui-même, pas pour le scandale, mais pour vous, Juliette. Ses paroles touchèrent une corde sensible en elle. N'était-ce pas l'une des qualités qui l'avait attirée chez Antoine dès le début? Cette capacité à se soucier sincèrement des autres, à voir au-delà des apparences et des convenances sociales? Avec un soupir qui semblait libérer toute la tension accumulée ces derniers jours, Juliette prit la main de Philippe et se leva. « D'accord, ramenez-moi. » Le trajet de retour vers la résidence Moreau se fit dans un silence tendu, interrompu seulement par les quelques mots de Philippe qui cherchait à la rassurer. Paris défilait derrière les vitres teintées de la voiture, indifférente au drame qui se jouait dans le cœur de Juliette. Elle observait les passants, les cafés animés, les boutiques élégantes, se demandant combien de ces personnes liraient demain l'article sur elle, combien la jugeraient sans la connaître. Lorsqu'ils arrivèrent enfin à la maison Moreau, Juliette remarqua immédiatement la voiture d'Antoine garée dans l'allée. Il était déjà là. Son cœur se mit à battre si fort qu'elle en avait presque mal à la poitrine. « Prête ?» demanda doucement Philippe, alors que le chauffeur venait ouvrir leur portière. « Non », admit-elle honnêtement, « mais j'imagine qu'on n'est jamais vraiment prêt pour ce genre de confrontation. » Ils entrèrent ensemble dans la demeure par la porte principale, une première pour Juliette qui, en tant que membre du personnel, utilisait toujours l'entrée de service. Le hall était silencieux, presque solennel, comme si la maison elle-même retenait son souffle dans l'attente de ce qui allait se produire. Marcel apparut, son expression habituellement impassible, laissant transparaître une légère surprise en voyant Juliette. « Monsieur Antoine vous attend dans la bibliothèque, mademoiselle », annonça-t-il avec une formalité inhabituelle. Philippe serra brièvement l'épaule de Juliette en signe d'encouragement. « Je vais attendre ici. Vous serez parfaite. » Le trajet jusqu'à la bibliothèque lui sembla interminable, chaque pas la rapprochant d'une confrontation qu'elle redoutait, mais ne pouvait plus éviter. Arrivée devant la lourde porte en chêne, elle prit une profonde inspiration, lissa machinalement sa jupe et frappa doucement. « Entrez !» La voix d'Antoine de l'autre côté semblait tendue, fatiguée. Juliette poussa la porte et pénétra dans cette pièce qui avait été le théâtre de leur rapprochement, de leur conversation, de leur premier baiser. Antoine se tenait debout près de la fenêtre, le dos tourné, contemplant le jardin où les dernières lueurs du jour s'attardaient sur les feuillages automnaux. Il se retourna lentement à son entrée, et Juliette fut frappée par son expression, un mélange complexe d'émotions qu'elle ne parvenait pas à déchiffrer. « Tu allais partir », dit-il simplement, sans préambule, son regard intense fixé sur elle. Ce n'était pas une question, mais Juliette sentit le besoin de se justifier. « Je pensais que c'était mieux ainsi, te donner de l'espace, du temps pour réfléchir sans la pression de ma présence. Et tu as pris cette décision pour moi, sans me consulter. » Sa voix était calme, mais Juliette y percevait une nuance de douleur qui la transperça. « Je suis désolée, » murmura-t-elle baissant les yeux. « Tout est arrivé si vite. L'article qui va paraître, les révélations sur ma grossesse. J'ai paniqué. » Un silence s'installa entre eux, lourd de non-dits et d'émotions contenues. Puis Antoine traversa lentement la pièce, s'arrêtant à quelques pas d'elle. « Est-ce vrai ?» demanda-t-il doucement. « Tu portes mon enfant ?» Juliette acquiesça, incapable de prononcer un mot, des larmes silencieuses commençant à couler sur ses joues. Elle s'attendait à des questions. Comment c'était possible? Depuis quand elle le savait? Pourquoi elle ne lui avait rien dit? Mais elles ne vinrent pas. À la place,
Antoine fit un pas de plus vers elle et, avec une tendresse infinie, posa sa main sur son ventre encore plat. Ce geste, si simple et pourtant si profondément intime, brisa quelque chose en Juliette. Les sanglots qu'elle avait retenus éclatèrent enfin, libérant toute la tension, la peur, l'incertitude des derniers jours. « Je suis tellement désolée », répéta-t-elle entre deux sanglots. « Je ne voulais pas que tu l'apprennes ainsi. Je te jure que je ne l'ai pas fait exprès, que je n'ai jamais voulu te piéger. »« Chut !» murmura Antoine, l'attirant contre lui dans une étreinte protectrice. « Je sais, bien sûr que je sais. » Il la tint ainsi longtemps, caressant doucement ses cheveux, attendant patiemment que ses pleurs s'apaisent. Quand elle fut enfin plus calme, il s'écarta légèrement pour la regarder dans les yeux. « Juliette, écoute-moi. Je ne sais pas ce qui va se passer demain quand cet article sortira. Je ne sais pas quelles épreuves nous attendent encore. Mais il y a une chose dont je suis absolument certain. Je t'aime. Je t'aime d'une façon que je n'aurais jamais cru possible avant de te connaître. » Ces mots, prononcés avec une conviction tranquille, étaient comme un baume sur les blessures invisibles de Juliette. C'était la première fois qu'il lui disait « je t'aime », et cela semblait si naturel, si évident, qu'elle se demanda comment elle avait pu en douter. « Quant à cet enfant, » poursuivit-il, sa main revenant tendrement sur son ventre, « sache que je le considère déjà comme le plus beau des cadeaux. Pas un piège, pas un accident malheureux, mais un miracle que nous avons créé ensemble. « Tu n'es pas en colère ?» demanda-t-elle, encore incrédule face à cette réaction. Antoine eut un sourire doux. « Pourquoi serais-je en colère d'apprendre que la femme que j'aime porte mon enfant ?» Son expression devint plus sérieuse. « Je suis désolé que tu aies dû traverser cette découverte seule, que tu aies ressenti le besoin de fuir plutôt que de venir vers moi. Ça me fait mal, Juliette. Je veux être quelqu'un en qui tu as assez confiance pour partager tes peurs, tes doutes, pas quelqu'un que tu cherches à fuir au premier problème. » « Ce n'était pas un manque de confiance en toi, » assura Juliette, trouvant enfin sa voix. « C'était la peur de tout ce qui nous tombe dessus, le scandale, les Durand, la presse. J'ai pensé que tu aurais besoin d'espace pour décider si tu étais prêt à affronter tout cela. Pour nous, pour cet enfant. » Antoine prit son visage entre ses mains avec une tendresse infinie. « J'ai pris ma décision il y a longtemps, Juliette. Le jour où j'ai rompu mes fiançailles avec Sophie, je savais exactement ce que je voulais. Une vie authentique avec toi. Le reste, les Durand, la presse, l'opinion publique, tout cela est secondaire. Nous y ferons face ensemble, pas séparément. » Pour la première fois depuis des jours, Juliette sentit un véritable espoir renaître en elle. Peut-être qu'après tout, leur amour improbable n'était pas voué à l'échec. Peut-être qu'ils pouvaient vraiment construire quelque chose ensemble, malgré les obstacles. « Qu'allons-nous faire maintenant ?» demanda-t-elle doucement. « L'article sort demain. Tout le monde saura pour nous, pour le bébé. Nous allons prendre les devants, » répondit Antoine avec une détermination nouvelle. « Maître Fournier suggère une déclaration officielle ce soir, avant que l'article ne paraisse. Pas d'excuses, pas de justification, juste la vérité. Que nous nous aimons, que nous attendons un enfant, et que nous demandons le respect de notre vie privée pendant cette période. Et après, » insista Juliette, « je ne peux pas rester ici comme si rien n'avait changé. Le personnel, les visiteurs, tout le monde me regardera différemment. » Antoine sembla hésiter un instant, puis son expression se fit résolue. « Juliette, j'allais attendre un moment plus approprié pour cela, mais les circonstances nous forcent à accélérer les choses. » Il prit ses mains dans les siennes, les serrant doucement. « Je voudrais que tu deviennes ma femme, pas à cause du bébé, pas à cause du scandale, mais parce que je ne peux imaginer ma vie sans toi. » La demande était si inattendue, si directe, que Juliette en resta muette de surprise. « Antoine, tu n'es pas obligé de... Nous pourrions simplement... » « Je sais que je ne suis pas obligé, » l'interrompit-il gentiment. « C'est précisément pour cela que je te le demande, parce que je le veux, de tout mon cœur, parce que tu es la personne avec qui je veux partager ma vie, élever nos enfants, vieillir ensemble. » Il sourit, un peu nerveux maintenant. « Je n'avais pas prévu de te demander ainsi dans ces circonstances. J'imaginais quelque chose de plus romantique, peut-être dans les vignobles de Bordeaux au printemps, ou sur une terrasse à Paris avec vue sur la Seine, mais la vérité et que le lieu et le moment importent peu. Ce qui compte, c'est ce que je ressens pour toi. » Juliette sentit des larmes, de joie cette fois, monter à ses yeux. Était-ce possible? Cet homme extraordinaire qu'elle aimait plus qu'elle n'aurait cru possible lui demandait réellement de devenir sa femme. « Les gens vont dire que c'est à cause du bébé, » murmura-t-elle, exprimant sa dernière réserve. « Que tu m'épouses par devoir, par obligation. »« Laisse-les parler, » répondit Antoine avec un haussement d'épaule. « Nous savons la vérité, c'est tout ce qui compte. Et avec le temps, ils verront aussi, ils verront ce que j'ai vu en toi dès le début.
Une femme exceptionnelle qui m'a appris à suivre mon cœur plutôt que les attentes des autres. Il s'agenouilla alors devant elle, toujours tenant ses mains, dans un geste traditionnel qui émut profondément Juliette. « Juliette Dubois, veux-tu m'épouser? Pas dans un futur hypothétique, pas quand le scandale sera oublié, mais maintenant, tel que nous sommes, avec tout ce que cela implique ?» Le oui de Juliette jaillit de son cœur, avant même qu'elle ait eu le temps de réfléchir, aussi naturel que sa prochaine respiration. Antoine se releva pour la prendre dans ses bras, scellant leur engagement d'un baiser à la fois tendre et passionné, promesse d'un avenir qu'ils construiraient ensemble, envers et contre tous. Dehors, le soleil achevait de disparaître derrière les toits de Paris, emportant avec lui ce jour tumultueux et laissant place à une nuit pleine de promesses nouvelles. Dans le hall, Philippe attendait patiemment, rejoignant bientôt par Madame Élise qui descendait l'escalier principal, une expression inquiète sur son visage élégant. « Comment ça se passe, à votre avis ?» demanda-t-elle à voix basse. Le sourire confiant de Philippe était toute la réponse dont elle avait besoin. « Exactement comme il le fallait, madame. Exactement comme il le fallait. » Au même moment, dans les bureaux luxueux du Paris Match, un journaliste mettait la dernière main à son article explosif sur la gouvernante qui avait conquis le cœur de l'héritier des vignobles Moreau, ignorant que l'histoire qu'il s'apprêtait à dévoiler était déjà en train de prendre un tournant que ni lui, ni les Durand, ni personne n'avait prévu. Car parfois, même dans le monde impitoyable des convenances sociales et des alliances stratégiques, l'amour véritable parvient à tracer sa propre voie, défiant toutes les prédictions et toutes les probabilités. La tempête médiatique qui suivit l'annonce des fiançailles d'Antoine Moreau avec sa gouvernante Juliette Dubois fut aussi violente que prévisible. Pendant près de 2 semaines, les journaux et magazines de toute la France se délectèrent du scandale, publiant des articles aux titres accrocheurs. Le conte de fées de la gouvernante, romance interdite dans la haute société parisienne, ou encore, plus cruellement, comment Juliette Dubois a piégé l'héritier Moreau. L'article initialement prévu par Paris Match, conçu comme une pièce à charge contre Juliette, fut complètement éclipsé par le communiqué officiel qu'Antoine avait fait publier la veille au soir, annonçant avec dignité leur amour, leur future parentalité et leur engagement. Cette manœuvre habile, suggérée par Maître Fournier, avait transformé ce qui devait être une révélation scandaleuse en une simple confirmation d'une nouvelle déjà connue, privant les Durand de l'effet dévastateur qu'ils espéraient. Bien sûr, les attaques ne s'arrêtèrent pas là. Gérard Durand, furieux que son plan ait été contrecarré, utilisa toutes ses connexions pour lancer une campagne de dénigrement contre les Moreau. Des rumeurs sur la qualité déclinante de leur vin commencèrent à circuler dans les cercles d'œnologie, tandis que plusieurs distributeurs importants annulaient subitement leurs commandes, cédant à la pression invisible mais réelle du puissant industriel. Mais dans cette adversité, Antoine et Juliette trouvèrent une force qu'ils n'auraient peut-être jamais découverte autrement. Installée maintenant officiellement dans l'aile familiale de la demeure Moreau, Juliette n'était plus la gouvernante discrète qui se fondait dans le décor, mais la future épouse du maître de maison, la future mère de l'héritier Moreau. Ce nouveau statut ne fut pas facile à assumer. Certains membres du personnel, notamment Marcel, eurent du mal à s'adapter à ce renversement hiérarchique, traitant Juliette avec une politesse froide qui masquait mal leur désapprobation. D'autres, comme la fidèle Martine, l'accueillirent au contraire avec une chaleur sincère, touchés par cette histoire d'amour qui transcendait les barrières sociales. Un matin de décembre, alors que Paris s'éveillait sous une fine couche de neige, Juliette se tenait devant la grande fenêtre du salon, observant les flocons qui dansaient dans la lumière pâle de l'aube. Son ventre, encore plat, abritait un secret merveilleux, qui commençait tout juste à sembler réel. La veille, elle et Antoine avaient entendu pour la première fois le battement de cœur de leur enfant lors d'une échographie, un moment d'émotion pure qui avait dissipé momentanément toutes les tensions accumulées. « Tu es réveillé tôt », remarqua Madame Élise en entrant dans le salon, déjà impeccablement habillée malgré l'heure matinale. Les nausées encore. Juliette sourit avec reconnaissance à cette femme qui l'avait accueillie dans sa famille avec une grâce et une chaleur inattendues. « Non, pas aujourd'hui. Je réfléchissais simplement. » Madame Élise s'approcha, posant sur elle un regard perspicace. « À ton mariage ?»« Entre autres, » admit Juliette. La cérémonie était prévue dans 3 jours, un événement discret à la mairie du 16e arrondissement, suivi d'une petite réception à la demeure Moreau. Rien à voir avec le mariage fastueux qui avait été planifié avec Sophie, mais exactement ce que Juliette et Antoine désiraient. « Tu as des doutes ?» demanda doucement Madame Élise. Juliette secoua la tête. « Pas sur Antoine, jamais.
Mais parfois je me demande si nous avons pris la bonne décision en nous mariant si vite. Les gens parlent, ils disent que c'est à cause du bébé, que c'est précipité. Et depuis quand te soucies-tu de ce que les gens pensent? Madame Élise eut un sourire malicieux. La Juliette que je connais est plus courageuse que cela. Cette remarque arracha un petit rire à la jeune femme. Vous avez raison. C'est juste que parfois, toute cette attention médiatique, ces commentaires constants, c'est épuisant. Ça passera, assura Madame Élise, avec la sagesse de l'expérience. Paris est une ville qui oublie vite. Dans quelques mois, un nouveau scandale captivera l'attention et votre histoire sera reléguée aux oubliettes de l'actualité. Elle s'assit sur le canapé, invitant Juliette à la rejoindre. En attendant, nous avons une entreprise à sauver. Juliette s'installa à ses côtés, curieuse. Depuis l'éclatement du scandale, elle avait volontairement maintenu une certaine distance avec les affaires des vignobles Moreau, ne voulant pas donner l'impression de s'immiscer trop rapidement dans l'entreprise familiale. « Les annulations de contrats continuent ?» demanda-t-elle avec inquiétude. « Oui, mais nous avons peut-être une solution. » Madame Élise sortit une tablette de son sac et la tendit à Juliette. « Regarde ce que notre équipe marketing a préparé. » Sur l'écran s'affichait la maquette d'une nouvelle campagne pour les vins Moreau. Mais au lieu de l'approche traditionnelle, axée sur l'héritage et le prestige, cette campagne racontait une histoire, celle de la passion, de l'authenticité, d'un domaine familial où l'amour du terroir se transmettait de génération en génération, où la tradition s'enrichissait de nouvelles perspectives. « C'est magnifique !» souffla Juliette, sincèrement impressionnée. « Mais je ne comprends pas le lien avec notre situation actuelle. Antoine pense que nous devrions transformer ce qui est perçu comme une faiblesse, ce scandale, en force, » expliqua Madame Élise. « Utiliser cette attention médiatique pour repositionner notre marque. Pas comme un vignoble élitiste réservé à une clientèle fortunée, mais comme une entreprise familiale, authentique, qui évolue avec son temps tout en respectant ses racines. » Cette vision résonnait parfaitement avec ce qu'Antoine lui avait confié dans la bibliothèque des mois plus tôt, son désir de développer une approche plus écologique, plus culturelle, plus humaine de la viticulture. « Et quel rôle jouerais-je dans tout cela ?» demanda Juliette, pressentant déjà la réponse. « Ton parcours, ta sensibilité, tes études littéraires, tout cela pourrait être un atout précieux pour ce nouveau chapitre de l'histoire Moreau, » répondit Madame Élise avec un enthousiasme mesuré. « Antoine pense que tu pourrais t'occuper du centre culturel qu'il a toujours voulu créer au domaine de Bordeaux. Un lieu où vin et littérature se rencontreraient, avec des résidences d'écrivains, des lectures, des événements qui célébreraient cette alchimie entre culture du vin et culture de l'esprit. L'idée était si belle, si parfaitement alignée avec les passions de Juliette, qu'elle en eut le souffle coupé. Il ne m'en a pas parlé. Il voulait en faire la surprise après le mariage, admit Madame Élise. Mais avec tous ces problèmes causés par les Durand, nous devons accélérer nos plans. Le centre culturel pourrait être l'élément central de notre nouvelle stratégie, un symbole de renouveau. Elle prit les mains de Juliette dans les siennes. « Qu'en penses-tu? Serais-tu prête à assumer ce rôle ?» Juliette laissa son esprit vagabonder vers cette possibilité. Elle qui avait toujours rêvé de travailler dans le monde littéraire, de créer des ponts entre les livres et la vie, se voyait offrir une opportunité extraordinaire. Non pas comme un lot de consolation, non pas comme une façon de l'occuper pendant qu'Antoine gérerait les vraies affaires, mais comme une véritable mission, une contribution significative à l'entreprise familiale. « J'adorerais, » répondit-elle finalement, son visage s'illuminant d'un enthousiasme sincère. « Mais je ne veux pas que les gens pensent qu'Antoine me crée un poste par charité ou par obligation. Personne ne pensera cela quand ils verront ce que tu vas accomplir, » assura Madame Élise avec conviction. « Et franchement, ma chère, nous sommes bien au-delà du stade où l'opinion des autres devrait dicter nos décisions. Tu ne crois pas ?» Juliette rit doucement, reconnaissant la sagesse de ses paroles. « Vous avez raison, encore une fois. » Elles furent interrompues par l'arrivée d'Antoine, qui entrait dans le salon avec un plateau de petit déjeuner. « Bonjour mes deux femmes préférées, » dit-il avec un sourire chaleureux qui faisait disparaître les traces de fatigue sur son visage. « J'ai pensé que nous pourrions déjeuner ensemble ce matin, avant ma réunion avec les avocats. » Il déposa le plateau sur la table basse, café fraîchement moulu, croissants dorés, fruits de saison, un geste simple mais significatif qui symbolisait tous les changements survenus ces dernières semaines. Antoine Moreau, héritier d'un empire viticole, servant lui-même le petit déjeuner, prenant soin de sa future épouse et de sa mère avec une tendresse naturelle que Sophie Durand n'avait probablement jamais connue. « Ta mère vient de me parler du centre culturel », annonça Juliette, alors qu'il s'asseyait à côté d'elle,
lui prenant instinctivement la main. Antoine jeta un regard faussement réprobateur à sa mère. C'était censé être une surprise. « Les circonstances ont changé, » répliqua Madame Élise en haussant élégamment les épaules. « Nous devons nous adapter. »« Et qu'en penses-tu » demanda Antoine à Juliette, une légère anxiété perceptible dans sa voix. « Est-ce que ça te plairait? Ou préfères-tu autre chose? Tu pourrais reprendre tes études ou... »« J'adorerais m'occuper du centre culturel, » l'interrompit doucement Juliette. « C'est comme si tu avais créé un projet qui correspond exactement à ce que j'aime, à ce que je suis. » Le soulagement et la joie qui illuminèrent le visage d'Antoine valaient toutes les critiques médiatiques, tous les regards désapprobateurs qu'ils avaient dû endurer. C'était pour des moments comme celui-ci, cette compréhension profonde, cette connexion qui transcendait les mots, que Juliette avait accepté de rester, d'affronter la tempête à ses côtés, plutôt que de fuir vers la sécurité de l'anonymat normand. « Nous allons créer quelque chose de magnifique ensemble, » promit Antoine, son regard passant de Juliette à sa mère, englobant sa famille dans cette vision d'avenir. « Les Durand peuvent essayer de nous nuire autant qu'ils veulent. Ils ne pourront jamais détruire ce que nous construisons. » 3 jours plus tard, par une matinée claire et froide de décembre, Juliette Dubois devint officiellement Madame Moreau dans une cérémonie simple mais émouvante à la mairie du 16e arrondissement. Elle portait une robe de soie ivoire qui dissimulait avec élégance son ventre à peine arrondi, et Antoine ne l'avait jamais trouvée plus belle. Leur petit groupe était composé uniquement des personnes les plus proches. Madame Élise, bien sûr, élégante et fière dans son ensemble, Chanel bleu nuit. Philippe, le témoin d'Antoine, dont le sourire satisfait disait « Je vous l'avais bien dit ». Martine, qui avait insisté pour préparer elle-même le buffet de la réception, et la mère de Juliette, Madame Dubois, ancienne institutrice à la dignité tranquille, visiblement émue de voir sa fille unique faire ce mariage qu'aucune d'elles n'aurait jamais osé imaginer. À la sortie de la mairie, quelques photographes les attendaient. La presse n'avait pas encore totalement perdu intérêt pour leur histoire, mais leurs flashs semblaient presque amicaux aujourd'hui, captant l'image d'un couple rayonnant de bonheur authentique plutôt que cherchant à déterrer un scandale. La petite réception qui suivit à la demeure Moreau fut exactement ce que Juliette avait souhaité, intime, chaleureuse, sans prétention, malgré le cadre luxueux. Antoine avait fait ouvrir plusieurs bouteilles d'un millésime exceptionnel des vignobles Moreau. « Notre meilleure année », avait-il dit en souriant, jusqu'à présent. Au milieu de l'après-midi, alors que les invités profitaient du buffet dans le grand salon, Antoine entraîna discrètement Juliette vers la bibliothèque, leur sanctuaire, le lieu où tout avait commencé. « J'ai un cadeau pour toi », dit-il doucement, fermant la porte derrière eux pour s'isoler un moment du reste du monde. Juliette sourit, touchée par cette initiative. « Antoine, tu m'as déjà offert la plus belle des alliances ce matin. Tu n'as pas besoin de... » « Ce n'est pas ce genre de cadeau, » l'interrompit-il gentiment. Il la conduisit vers le bureau en acajou, qui occupait un coin de la pièce, et sortit d'un tiroir une enveloppe qu'il lui tendit. « Ouvre-la. » Intriguée, Juliette s'exécuta. À l'intérieur se trouvaient des documents officiels, des plans architecturaux, et des photos d'une belle demeure en pierre au milieu des vignobles bordelais. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle, parcourant les documents sans comprendre leur signification. « Notre futur chez nous », expliqua Antoine, une lueur d'excitation dans les yeux. « Une maison à nous, au cœur du domaine de Bordeaux. Suffisamment proche des vignobles pour que je puisse travailler facilement, suffisamment isolé pour que nous ayons notre intimité. Et juste à côté, il pointa une zone sur les plans architecturaux, l'emplacement du futur centre culturel. » Juliette contemplait les images, submergée par l'émotion. Cette maison, ce projet, représentait bien plus qu'un simple déménagement. C'était Antoine qui créait pour eux un nouveau départ, loin des regards parisiens, loin des souvenirs de Sophie et des Durand, loin de son passé de gouvernante et des murmures dans les couloirs. « C'est merveilleux », murmura-t-elle, des larmes de joie brillant dans ses yeux. « Mais ta mère, Paris, maman adore Bordeaux, tu le sais. Elle viendra nous rendre visite souvent et nous reviendrons à Paris régulièrement aussi. Mais je pense que nous avons besoin d'un espace à nous, pour construire notre famille, développer nos projets. » Il posa doucement sa main sur le ventre de Juliette. « Pour que notre enfant grandisse entouré de vignes et de livres, pas de commérages et de préjugés sociaux. » C'était une vision si parfaite, si alignée avec les désirs profonds de Juliette, qu'elle ne put retenir ses larmes plus longtemps. « Je t'aime tellement », murmura-t-elle, se blottissant contre lui. « Pour tout ce que tu es, tout ce que tu m'offres. Je t'aime aussi, Madame Moreau, » répondit-il avec un sourire tendre, savourant la sonorité de ce nouveau nom.
Et je suis l'homme le plus chanceux de France de t'avoir trouvé, caché parmi les livres de cette bibliothèque. » Alors qu'ils retournaient main dans la main rejoindre leurs invités, Juliette sentit une paix profonde l'envahir. Le chemin avait été semé d'embûches, de doutes, de peurs et de scandales. Mais ils avaient tenu bon. Ils s'étaient choisis envers et contre tout. Et maintenant, un nouvel horizon s'ouvrait devant eux. Un horizon où l'amour transcendait les barrières sociales, où les contes de fées modernes pouvaient devenir réalité, non pas par magie, mais par la force de deux cœurs déterminés à écrire ensemble leur propre histoire. Au moment où ils entraient dans le salon, le soleil hivernal perçait à travers les nuages, inondant la pièce d'une lumière dorée qui semblait bénir leur union et promettre des jours meilleurs. Dehors, Paris continuait sa vie trépidante, indifférente aux drames personnels qui se jouaient derrière les façades haussmanniennes de ces quartiers élégants. Mais, à l'intérieur de la demeure Moreau, un nouveau chapitre commençait, écrit à l'encre indélébile de l'amour véritable. 5 ans plus tard, dans les vignobles dorés de Bordeaux, la maison des Moreau s'animait pour une fête spéciale. Le centre culturel Les Mots du Vin célébrait son 4e anniversaire avec un succès qui avait dépassé toutes les attentes. Juliette observait la scène depuis la terrasse. Leur petit Thomas jouait avec sa sœur Emma sous le regard attentif de Madame Élise, tandis qu'Antoine accueillait les invités avec cette chaleur qui avait transformé l'image des vignobles Moreau. Le scandale d'autrefois n'était plus qu'un lointain souvenir. Les Durand avaient fini par s'effacer de leur histoire, incapables de rivaliser avec l'authenticité qui avait conquis le cœur du public et des amateurs de vin. « À quoi penses-tu » demanda Antoine, en rejoignant sa femme, glissant un bras autour de sa taille. « Au chemin parcouru » répondit-elle simplement. « À tout ce que nous avons traversé pour arriver ici. » Il déposa un baiser sur sa tempe. « Aucun regret ?»« Pas un seul, » affirma-t-elle en souriant. « Notre histoire n'a peut-être pas commencé comme un conte de fées traditionnel, mais la fin est bien plus belle que tout ce que j'aurais pu imaginer. » Le soleil se couchait sur les vignes, baignant leur monde de lumière dorée, symbole parfait de cette vie qu'ils avaient construite ensemble, enracinée dans la terre fertile de l'amour véritable.